Silencieux. Mercredi 3 avril 2024, amis sportifs, bonsoir et bienvenue sur Spectrum Télévision. Bienvenue dans la Nuit du Sport. C'est votre magazine hebdomadaire de débats sportifs sur nos antennes. Plus d'un mois après la non-reconduction du contrat de Rigobert Song sur le banc de touche des Lions indomptables, ça y est, l'équipe nationale a enfin un nouveau staff technique. Hier, le Belge Mac Brice a été nommé entraîneur-sélectionneur par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Quelques heures plus tard, la Fédération camerounaise de football indique son étonnement face à cette décision de la tutelle qu'elle juge unilatérale, qui s'oppose selon elle au terme du décret du 26 septembre 2014 portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football. Alors se dirige-t-on vers un nouveau bras de fer entre l'Africa Foot et sa tutelle? Le choix des hommes qui constituent ce nouveau staff des Lions pourrait-il garantir la sérénité dans l'environnement de l'équipe nationale? Quels sont sur le plan sportif les différents défis qui attendent Mac Brice et ses collaborateurs? Voilà quelques questions qui vont notamment guider la seconde partie de cette émission consacrée au débat, et ce sera juste après la pause actu. Dans un instant, nos invités 3 sur 4 déjà présents en plateau ce soir. Timothée Makongo, ancien Lion indomptable, est avec nous. Maxime, bonsoir. Bonsoir Makida et bonsoir aux téléspectateurs que je retrouve avec un réel plaisir. Le sujet me plaît beaucoup. Surtout quand on parle d'une équipe que vous connaissez très bien. Que je connais très voilà, bien, ce soir. Hein. Alors, Paul Epanlo Ekango, il est président des socios, donc les supporters de Canon de Yaoundé pour les régions du littoral et du sud-ouest. Bienvenue, Paul. Bonsoir, Lydie, bonsoir à mon grand frère, que j'ai l'immense plaisir, et ami que j'ai l'immense plaisir de retrouver sur ce plateau ce soir, Maxime. Bonsoir, mon jeune frère avec qui nous partageons c'est un moment de terrain de santé de football. Oui, parce qu'on est encore à on est encore dans la santé de football. C'est un très bon footballeur d'ailleurs. C'est vrai, c'est un sujet brûlant d'actualité pour lequel nous sommes très très contents de débattre, sur lequel nous allons débattre avec beaucoup de plaisir ce soir et édifier davantage les téléspectateurs. Parce que ça va un peu dans tous les sens. Oui, ça va, oui, ça depuis hier. C'est clair que c'est tout le monde qui va de son interprétation et tout. Il faut bien qu'on en parle si ça peut davantage édifier les téléspectateurs. Alors, nous avons le plaisir de recevoir pour la première fois dans cette émission Alexander Arnold Temendi. Il est footballeur. Bienvenue, Alexander. Merci, Lydie. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui parce que je vais débattre une fois de plus avec ceux qui ont déjà de la connaissance sur le domaine et encore moins sur le thème que nous allons aborder. Je suis très persuadé qu'à l'issue de ce débat, il y a beaucoup de footballeurs qui vont également bénéficier d'un grand nombre de connaissances pour ce qui est de notre fédération et de sa tutelle également. Alors, Alexandre, peut-être c'est avant de rentrer dans l'émission en elle-même, peut-être un petit mot sur vous-même. Vous avez un parcours quand même assez impressionnant, il faut le rappeler. Oui, c'est vrai. Pour ce qui est de ma part, je suis un footballeur en reconstitution, si on peut le dire ainsi. Oui. Parce que moi, je n'ai pas eu la chance, à mon jeune âge, quand j'étais plus jeune, d'évoluer dans le haut niveau au Cameroun, je voudrais dire dans les championnats d'élite. Donc, j'ai joué des championnats plus jeunes et après, j'ai rencontré un manager qui a décidé de me sponsoriser. C'est comme ça que je suis parti du Cameroun, oui, pour le Sénégal, où je devrais continuer en Amérique du Sud. Voilà, et tout ne s'est pas bien passé comme cela était prévu. C'est comme ça que je me suis retrouvé en Mauritanie où j'ai joué pour ma première fois en première division. J'étais vraiment très jeune et après la Mauritanie, je suis parti pour la Russie où également j'ai joué avec les plus jeunes. Et de là-bas, j'ai été blessé, donc il fallait que je revienne au Cameroun pour me faire soigner comme à la traditionnelle, vous le savez très bien, c'est souvent très important. Bon, et après, j'ai terminé de me soigner au Cameroun, je suis maintenant parti pour les Émirats Arabes Unis, où j'ai joué là-bas pendant 2 ans avec 2 clubs différents de 2e division. Et après les Émirats Arabes Unis, je suis revenu au Cameroun, où je me suis engagé avec le Dragon de Yaoundé, président comme Max. C'est vrai, tout était bien parti au départ, mais au moment où il fallait que je reparte, parce que j'étais venu juste pour
pouvoir me relancer, comme je l'ai dit au départ. Et il fallait que j'obtienne des documents, bien sûr, qui attestaient que je n'étais pas resté au Cameroun en train de branler sans rien faire. Donc, quand je suis reparti et que j'ai appelé le président comme Marx pour lui dire que voilà, moi je suis à l'extérieur et j'ai besoin qu'on finalise les choses, il m'a dit qu'il fallait que je revienne d'abord au Cameroun pour qu'on puisse voir ce qu'on va faire. Et de là, j'ai été vraiment, je vais dire, fauché, parce qu'en revenant au Cameroun déjà, le manager qui m'avait fait partie n'était pas content. Pour lui, c'était comme un échec, puisque tout avait été préparé au préalable. Donc, lorsque je reviens au Cameroun, c'est presque une saison blanche que je passe encore. Et c'est comme ça que je me suis engagé avec plutôt des équipes plus jeunes, dont OBB du Sud, qui était aux Interboules la saison dernière. Et après OBB du Sud, je suis revenu du côté de Douala. Je travaille avec mon manager qui m'a fait entrer en contact avec les dirigeants du Caïman, dont je suis en pourparlers pour le moment. C'est pas encore finalisé? Non, c'est pas encore conclu pour le moment parce que je n'ai pas encore signé de contrat. Oui. Ah, d'accord, on va évidemment suivre votre actualité. Merci en tout cas d'être sur ce plateau, Alexander. On va parler foot, hein. C'est quelque chose que vous connaissez et forcément de votre expérience un peu dans d'autres championnats. Ça fait quand même en plus. Ce soir, on va rapidement dire bonsoir à quelqu'un qui nous regarde particulièrement, Madame Veuve Dissake, Madame Veuve, pardon, Missoka Élise Béatrice Aurélie, elle est ici à Douala. Bonsoir particulier à vous. On démarre donc la pause actu ce soir. En attendant, on espère bien que Jonathan Bapindi, qui est PDG de Relève Football Academy, va nous rejoindre incessamment sur notre plateau. On va donc démarrer la pause actu par le foot féminin. On s'intéresse à une lionne indomptable qui évolue du côté de la Turquie. Elle s'appelle Julie Nina Nkeke et elle vient de signer un nouveau contrat avec la formation de Cara Denise et Régli. Alors, comment est-ce que ça se passe là-bas? Comment s'est fait l'intégration? Quelles sont ses ambitions avec sa nouvelle équipe? Et surtout, avec les Lions Indomptables, quels sont aussi ses projets après la non-qualification de l'équipe nationale de foot féminin pour les prochains Jeux Olympiques Paris 2024? On a posé toute cette question à Julie Nina Nkeke. Regardez sa réponse. Moi, c'est Julie Nina Nkeke, internationale camerounaise, évoluant en Turquie, plus précisément dans le club de Ereğli, d'où je viens de signer pour la fin de saison. Mon parcours, il faut dire que j'ai commencé à Asbogesa, un club de deuxième division à Yaoundé. Ensuite, je suis allé à Pape Amazon, avec qui j'ai gagné la Coupe du Cameroun en 2017. Après 3 saisons passées là-bas, je suis allé à Awa Football Fille, où j'ai gagné également le championnat, avant de m'envoler en 2022 pour la Turquie. L'intégration se passe plutôt bien. Ce sont des gens qui m'ont détecté lors des différentes rencontres et ils ont estimé que je pouvais les apporter un grand plus pour la progression du club. Et actuellement, tout se passe plutôt bien. Oui, il faut dire que les ambitions du club ils sont un peu plus précis.
déjà se faire encore une très bonne place au niveau du classement et pourquoi pas côtoyer des plus grands dans le temps pour pouvoir jouer les compétitions européennes. Écoutez, le match contre le Nigeria, c'est un match qui s'est joué sur les détails déjà. À Douala, on a fait 0-0. Au Nigeria, on a perdu 1-0. C'était un match, comme je l'ai dit, que c'est juste sur les détails. On s'est créé des occasions, mais malheureusement, on n'a pas pu saisir. Et on espère revenir plus fort. On va travailler pour ça, bien évidemment, pour pouvoir revenir plus forte et donner le meilleur de nous et pour faire plaisir aux Camerounais. Voilà pour cette petite interview, hein, Timothée Makongo de Julie Nina Nkeke. Vous avez apprécié quand même? Oui, j'ai apprécié. J'ai apprécié déjà le montage, j'ai apprécié aussi ces interventions. Mais je voulais revenir sur le parcours un peu, très rapidement, sur le parcours on parle de Julie. Ouais. On aura l'occasion tout au long de cette émission de parler d'Alexander. C'est formidable. C'est une joueuse qu'il faut absolument bon, de Julie, c'est qu'il faut... Tout à l'heure, elle a parlé des détails pour parler du match Cameroun-Nigeria, aller comme retour. Ouais. Hein. Effectivement, à Douala, on l'a largement dominé, mais on a fait match 0-0. Au Nigeria, on n'était pas... Mais j'ai dit, on a un problème fondamental qui est un problème d'état d'esprit. Hein? Vous savez, quand ils vont là-bas en Europe, ce n'est pas parce que les Européens sont meilleurs en termes de joueurs, de qualité de jeu, en termes de potentialité technique, c'est parce qu'ils sont meilleurs en termes de compréhension de la machine. C'est-à-dire qu'ils ont une discipline assise en eux. Ils sont capables de respecter les consignes telles qu'elles sont écrites. Ils sont capables de marcher selon les écrits. C'est-à-dire les prévisions écrites sont valables au moment de la mise en application. On a un problème au Cameroun, c'est les sentiments, les instincts, les sentiments d'ego, les égos des hommes, les problèmes des hommes, les problèmes de distribution même des rôles. Hein? C'est pour ça que nous avons un problème, même dans le choix des entraîneurs. C'est ça qui nous a éliminés, je ne sais pas, je veux comprendre. Non, ce qui nous a éliminés, c'est que les Nigériens sont plus réalistes, plus disciplinés dans leur façon d'aborder les matchs, hein, dans leur façon de concevoir même une rencontre. Nous, dans la conception d'une rencontre, on oublie les consignes. Parfois, les consignes sont presque mises au deuxième plan et on a des problèmes d'hommes, des problèmes de passion, d'instinct. Hein. Parce que quand on voit, quand on va jouer, quand on voit notre équipe, les joueurs non, c'est pas ça qui empêche les joueurs de faire la différence. Ça empêche d'être une équipe. L'équipe, ça veut dire que vous êtes dans la même réalité d'état d'esprit. Hein? Vous voulez gagner, et quand vous voulez gagner, vous n'avez pas de vedette, vous n'avez pas de préféré de l'entraîneur, de préféré du président. Vous avez une équipe qui doit aller jusqu'au bout de ses réalisations. Et c'est ça, c'est très très important parce que ce qui fait la différence entre nous maintenant, le Cameroun d'aujourd'hui et le Cameroun d'hier, c'est que hier, les Camerounais d'hier, les équipes d'hier, c'était des équipes. Hein, depuis les dirigeants jusqu'aux joueurs. Il n'y avait pratiquement pas de vedette en tant que tu es dans la mentalité des gens. C'était une machine qui devait gagner. Et cette machine était ensemble, ce qui fait que ça passait du point. Quand vous avez vu le match de Douala, des filles du Nigeria contre le Cameroun, là, ici à Douala, oui. Ici à Douala, j'avais l'impression qu'il y avait des clans et des vedettes. Des vedettes qui devaient s'exprimer d'une certaine manière et faire valoir leur qualité de vedette entre les anciennes, surtout les anciennes. Être vedette aussi, ça s'assume, Timothée. Être vedette, ça s'assume, mais faire partie d'une équipe, c'est un autre problème. Ouais. Être vedette, il faut appartenir à une équipe d'abord. C'est un tout. Et maintenant, en dehors d'être vedette, les entraîneurs doivent faire partie de l'équipe. Et c'est cet état d'esprit qui manque, qui a baissé, qui a reculé au Cameroun. Hein. Maintenant, on cherche des entraîneurs ailleurs, c'est un tort. Pourtant, on a une direction technique. Et c'est un tort terrible.
extraordinaire même. Je suis même étonné devant une telle réaction devant notre gouvernement et devant nos ministères. Alors, Paul, est-ce que vous avez eu la... Peut-être pour rester toujours sur oui, non, c'est fini, on est toujours sur Annie. Sur cette rencontre, cette double confrontation Cameroun-Nigeria dans la course aux éliminatoires pour les prochains Jeux olympiques. Vous avez l'impression aussi, comme Timothée Makongo, qu'il y a plutôt des facteurs extra-sportifs qui ont amené peut-être l'équipe à ne pas bien se comporter? Oui, Lydie, il faut le dire, hein, il faut le dire. Il vous a dit, Marc Tim vous a dit là tout à l'heure, une équipe de football, c'est tout un tout. C'est-à-dire c'est tout un bloc. Une équipe de football, c'est-à-dire de la hiérarchie jusqu'au ramasseur de balles. C'est tout un tout. Et tout en compétition, tout ce tout-là doit être dans le même état d'esprit. Aujourd'hui, au Cameroun, depuis un certain moment, le football se joue partout, sauf sur les terrains de football. Et depuis 2018, c'est encore plus exacerbé depuis l'arrivée de le nouvel exécutif de la fédération de football à la tête voyez-vous, ce match contre beaucoup de Camerounais ont souhaité que les Lions perdent parce que Bissek, qui a été nommé par l'exécutif, devait perdre, ne devait pas, pour démontrer que l'exécutif ne travaille pas et ne fait rien du tout. Malheureusement, c'est ça. Beaucoup sont allés au stade encourager plutôt, c'est-à-dire souhaitant que les Lions perdent. Les Lions elles-mêmes, dans cet état d'esprit, même si vous faites la magie, quand vous-même, vous allez sur un terrain avec l'état d'esprit que non, vraiment, vous n'allez pas gagner. Le Nigeria n'est pas un foudre de guerre. On aurait pu battre le Nigeria ici. Mais on a connu des problèmes qui étaient déjà des problèmes qui annonçaient déjà de ce que tout ne va pas se passer. Il y a des joueurs qui ont eu des retards à l'arrivée. Ici, tout ça doit commencer à voir. Alors, malheureusement, toutes les dispositions avaient été prises bientôt pour que ce genre de... D'abord, on n'a plus connu ce genre de dérapage. Donc, on a ces facteurs-là. Il a dit quelque chose tout à l'heure. Parfois, on a l'impression que nous, les Camerounais, s'auto-flagellent, c'est-à-dire de manière incroyable. On s'auto-flagelle, vous ne savez même pas pourquoi. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes sur le plateau. Nous avons cette compétition, nous serait peut-être en train de se préparer pour aller. Pensez que ces joueurs nigériens avaient le déçu sur les Camerounaises? Non. Non. Une bonne sélection a été faite. Et je rappelle même que c'est contre le match, l'une des meilleures sélections de Bissek, c'est contre le match contre le Nigeria, parce que l'équipe avait été pratiquement renouvelée. Oui, je vous disais sur ce plateau qu'il faut qu'on assume que la génération qui a fait les beaux jours de cette équipe, qui est une génération vieillissante, qu'on commence à l'écarter progressivement pour laisser place à une jeune génération de joueurs talentueuses que nous voyons ici en Super League et de l'autre côté. Nous avons des joueuses talentueuses. Mais le problème, véritablement, nous perdons ces doubles confrontations au final. Beaucoup plus pour des problèmes extra-sportifs. Marc Tim l'a dit tout à l'heure, l'émission à laquelle nous sommes conviés aujourd'hui, ça va tourner tout autour de ça. Le problème du football camerounais n'est pas sur le terrain. Sur le terrain, on note bien une satisfaction incroyable. Regardez ce qui se passe avec les playoffs. Le public revient, c'est un indice de satisfaction. Le public revient au stade. Le spectacle lui-même, il est là. Il est là. On avait du plaisir à voir de beaux matchs contre non-sport. On n'a plus vu ce genre de spectacle depuis. Mais pendant que nous le faisons, c'est vrai que je suis sorti déjà de la question, pendant que nous le faisons, et boum, on se retrouve depuis hier soir avec un autre sujet d'actualité qui va nous prendre et des mois, et de l'énergie, et tout, et qui n'aura rien à voir avec le terrain de football. On vient de passer une journée, nous sommes en plein période FIFA pour le football féminin. Rien n'est fait à ce niveau. On venait de passer une période FIFA pour le football masculin. Rien n'est fait à ce niveau. Et c'est le retard que nous accusons. Tout ça, c'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pour des problèmes d'ego personnel, c'est pour des problèmes... Non, ça n'a rien à voir avec le football, malheureusement. Le football doit se jouer dans un esprit vraiment dans un esprit assez soudé. Les équipes doivent être soudées, le public doit être derrière, les dirigeants doivent être soudés, le ministère doit accompagner, la fédération doit accompagner, le public doit être en bloc derrière l'équipe.
Absolument. Dans les réseaux sociaux, mais les gens ont sablé le champagne parce que les Lions ont perdu. Ouais. Malheureusement. C'est bien triste. C'est triste. Alors, peut-être un petit mot aussi, Alexander. Vous connaissez Julie Nina? Oui, bien sûr. Moi, j'ai observé les deux rencontres, les deux confrontations. J'ai très bien observé parce que le coach Jean-Baptiste Bissek, c'est un de mes coachs. Il m'a également suivi au Cameroun, personnellement. Et à l'issue de ces deux rencontres, moi, la première était totalement différente de la deuxième rencontre. Je vais emboîter un pas à l'opinion du président Epanlo, tout simplement qui a dit le problème avec le football camerounais, c'est un problème d'état d'esprit. Ces joueuses, à la deuxième rencontre, on a eu l'impression que ce n'étaient pas les mêmes joueuses qui ont joué à la première rencontre carrément. On avait l'impression qu'il y a quelque chose qui leur a été dit et qu'elles venaient juste sur le terrain pour remplir des formalités. Elles n'ont carrément pas joué. Le Nigeria nous a battus, je ne vois pas sur la base de quel jeu. On a des jeunes joueuses là qui explosent sur le terrain. Quand on les voit jouer, on se demande waouh, celle-là, si vraiment elle est bien encadrée dans de bonnes conditions, elle va faire de grandes choses. Ça va faire mal. Oui, mais on n'arrive pas à comprendre donc comment avec ce type de joueuses, on ne parvient pas à faire des victoires sur de telles rencontres. Le Nigeria n'a pas une équipe si fameuse comme avant. Actuellement, le Cameroun est l'une des nations africaines, les équipes féminines, qui a une très grande équipe, à ce qu'on sache, qu'on regarde les dernières rencontres qu'on a eu à faire avec d'autres équipes africaines. Donc moi, pour conclure, je dirais également que le problème de l'équipe nationale féminine, c'est un problème d'état d'esprit. D'accord, on aura l'occasion évidemment de revenir là-dessus. Hein. C'était, on a profité de cette petite interview de Julie Nina Nkeke pour s'intéresser évidemment à cette dernière sortie des Lions indomptables qui étaient engagées dans les éliminatoires pour les prochains Jeux olympiques. Malheureusement, le Cameroun sera absent de ces JO dans la discipline de foot féminin. On parle de... Bon, c'est vrai que le président Epanlo l'a évoqué déjà les playoffs, MTN Elite 1, MTN Elite 2. La compétition se dispute, ça se poursuit sur le terrain, mais triste de constater que, une fois de plus, on a récemment remarqué que voilà, les joueurs officiels ne pouvaient pas avoir accès au stade à l'heure qu'il était prévu. On a voilà, cette image du stade fermé, souvenez-vous, notamment ce jour-là, le stade annexe omnisport de Yaoundé, le stade militaire de Ngouakele, le stade annexe de Bepanda à Douala et le stade de Bamenji à Bafoussam étaient donc fermés. Deuxième journée des playoffs, aucun joueur, supporter officiel n'avait donc accès à ce stade. Et pour l'ONIES qui faisait savoir que la fédération n'avait pas payé les frais d'entretien des 10 stades, conformément à la grille tarifaire de location des stades mis à disposition de la fédération par l'ONIES. Du côté de la FECAFOOT, l'on déclarait que bon, on avait bel et bien payé ce qu'il fallait pour, comme appui au stade pour l'entretien. Finalement, les deux parties avaient réussi à s'accorder et les matchs avaient donc pu se disputer. Sauf que le président Epanlo, ce n'est pas la première fois. C'était pas la première fois qu'on assistait à un scénario pareil. Vous savez, ça me fait rire. Parce que vous rendez compte, hein, on est dans ce pays, on est dangereusement en train d'aller vers quelque chose qui n'est pas très bien. Voyez, vous avez à la tête de la fédération camerounaise de football une grande icône de football, forte personnalité. Vous avez à la tête de l'ONIES une grande icône, forte personnalité. Ouais. Le souhait que nous, observateurs du football, avions depuis des années, nous avons mené ce combat, c'était qu'on redonne le football aux footballeurs. Oui. Voici ce grand frère. Il peut vous dire combien de fois nous avons mené des combats pour que les footballeurs... Aujourd'hui, dans ce pays, nous avons... On parlait de la fédération, footballeurs, ancienne gloire, ONIES, footballeurs, syndicat de footballeurs, footballeurs. Aussi, oui. Aujourd'hui, même malheureusement, c'est en ce moment que le football est en train de se porter le plus mal possible. Le plus mal possible, je le dis, c'est-à-dire avec de l'émotion, c'est incroyable. Et tout ça, c'est quoi? Nous l'avons encore dit tout à l'heure. Il parlait de fortes personnalités. De fortes personnalités. Vous allez vous rendre compte que ces dérapages que nous avons n'ont rien à voir avec de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui manque à la fédération pour payer en avance les stades.
Et même si la fédération ne l'avait pas payé, c'est une compétition qui regarde le Cameroun, qui regarde les équipes camerounaises. L'ONIES peut peut-être faire des mises en demeure à la fédération dans le cas où elle n'a pas payé, mais laissez jouer les matchs. Mais vous allez entendre, encore que c'est dans les réseaux sociaux que cela se débat. Oh, monsieur, oh. Non, tout ça n'est pas pour honorer le football camerounais. Sincèrement, c'est pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous en parlez, maintenant, c'est tout le monde qui dit, ah, c'est vous les footballeurs. Si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord pour sauver le football et permettre à ces jeunes petits frères de vivre de leur métier, du métier qu'ils ont choisi, le football. Nos aînés, certains n'ont pas eu cette chance d'être accompagnés. Ils n'ont pas eu cette chance, comme on disait, d'avoir ceux qui ont joué et qui sont revenus se mettre au service du football. Ils n'ont pas eu cette chance. Aujourd'hui, on a ces structures. Qu'est-ce qui fait que les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord? Et qu'à cause de ce genre qu'on se retrouve, quelle image on renvoie? Beaucoup de recruteurs, beaucoup de journalistes internationaux sont venus couvrir cette compétition qui est une compétition qui s'est installée dans, encore que dès la saison prochaine, on n'aura plus de play-off et play-down et tout. Mais c'est une compétition qui aujourd'hui est la vitrine du football camerounais. Elle a vitrine, tout le monde entier s'est tourné vers le Cameroun pour voir comment cela se joue. Donc je dis que au-delà du fait d'avoir versé l'argent, de n'avoir pas versé l'argent, c'est quand même une très mauvaise image qu'on renvoie de l'autre côté, que un ancien footballeur à la tête d'une structure qui gère les stades ferme les stades parce que les jeunes joueurs peuvent jouer au motif que la fédération n'a pas payé. Nous ne sommes pas, nous parlons ici sur le plateau, nous ne sommes pas là pour savoir, est-ce qu'on n'est pas des juges pour savoir porter une facture qui montre que vous aviez payé à temps, pourquoi vous... Non, mais rien que sur le fait, ce n'est pas bien, ce n'est pas une bonne image pour le football camerounais. Si la fédération ne l'a pas fait, c'est de l'amateurisme, parce que normalement, avant qu'une rencontre se tienne, vous devez prendre toutes les dispositions pour que tout soit mis au clair, que les stades soient disponibles. Si elle a fait et que l'ONIES, à travers cet acte, veut montrer à la fédération une certaine préséance, ou je ne sais pas quoi, ou j'ai dit que c'est malheureux pour le football camerounais. Vraiment malheureux. Je vais lui emboîter le pas. Je lui emboîte le pas tout de suite parce que je partage tout à fait son avis. Ce que je voudrais dire, pour que les téléspectateurs comprennent bien, l'ONIES, c'est quoi? L'Office national des infrastructures et équipements sportifs. Équipements sportifs. La FECAFOOT, c'est quoi? La Fédération camerounaise de football, pour l'organisation du football. Mais tout dépend de qui? Du ministère des Sports, du Premier ministère, de la présidence de la République. Ça veut dire que c'est le Cameroun qui a créé des structures pour pouvoir réguler le football, le fonctionnement d'un certain nombre. Ce n'est pas des affaires des individus. Or, à la tête de la Fédération camerounaise de football, comme disait le président au panel tout à l'heure, à la tête de la Fédération camerounaise de football, il y a qui? Un ancien footballeur de gloire et d'office. À la tête de l'ONIS, il y a un ancien rebelle qui criait contre les structures, Bel Joseph Antoine. Et qui est aussi un ancien... Qui est un ancien footballeur, qui est une ancienne gloire. Voilà, parce que c'est une ancienne gloire. Parce qu'il était une gloire à l'Olympique de Marseille, il était une gloire dans nos équipes françaises, et il était une gloire en Afrique, dans les fédérations, dans les trucs africains. Qui? Cette gloire-là, qui voulait qu'il y ait, que je pensais, comme moi, comme Opanlo, comme d'autres, qui voulaient que le football marche comme sur des roulettes, bloque des jeunes qui doivent aller jouer dans les stades. Ce prétexte que la fédération n'a pas payé. Maintenant, je vais dire quelque chose. C'est un prétexte, Timothée Non, c'est pas un prétexte. Est-ce que j'ai juste un prétexte? Moi, je pense de tout mon cœur. Pas aussi dans son rôle. Non, je pense de tout mon être que c'est un prétexte. Je vais vous dire. Il y a d'autres voies de recours. Quand il y avait, attention, quand il y avait des problèmes entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports, il y a eu, avant que le ministre actuel vienne, il y a eu, avec d'autres ministres, ce qu'on appelle les conventions MINCEP-FECAFOOT. Tout à fait. Si, au niveau... Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a... Il faudrait peut-être une... Non, mais c'est une convention. Mais on doit faire une convention. Il ne faut jamais oublier que le ministre des Sports est l'arbitre nécessaire, indispensable, bien sûr. Parce que c'est le Cameroun, dans sa souveraineté, qui a décidé de choisir, de nommer quelqu'un, de créer une institution qu'on appelle ONIES, qui n'était même pas nécessaire.
parce que les services du ministère pouvaient assurer ce qu'ils assuraient déjà depuis longtemps. Or, on a voulu satisfaire des égos de part et d'autre, parce que tout ça, ça entre dans des partages de gâteaux, des partages, toutes les divisions qui s'ajoutent sur les divisions créent absolument le désordre. Il n'y a rien à faire. Il y a eu une organisation qui était parfaite avec l'Office national de sport à Yaoundé dans tous les stades où on avait défini clairement le pourcentage qui revient, le pourcentage des revenus des stades, qui revient à l'entretien, qui revient aux équipes, qui revient au personnel d'astreinte. C'était très très bien défini. Moi j'avais vu ces règles définies là. Il y avait ce qu'on appelait l'ONS, l'Office national, qui était dans les stades d'ailleurs, même que ce soit les stades de Yaoundé comme de Douala ou à Bafoussam. Et aujourd'hui, brusquement, on s'est dit, il faut absolument créer un office. Moi, je vois dans cet office tout ce qui est hors football, c'est-à-dire que utiliser nos belles infrastructures, les nouvelles infrastructures pour les pérenniser et les rentabiliser à d'autres personnes qui peuvent nous apporter de l'argent et plus-value dans le football. Pérenniser c'est tellement les belles structures comme le super art qui est à Japoma, pour que on puisse faire des grands concerts de la planète Terre, tous les événements hors football. En dehors du football, ça dit faire des rencontres musicales, des rencontres théâtrales, des rencontres cinématographiques, des grandes rencontres africaines ou camerounaises dans ces stades pour qu'ils soient rentables, c'est-à-dire la rentabilité de ces stades. Mais de là arriver au niveau où on dit au stade, à la Fédération camerounaise de football, vous n'avez pas payé, donc vous ne pouvez pas jouer, c'est très très grave. C'est même ridicule. Qu'est-ce que vous estimez que, payer ou pas payer, les joueurs doivent avoir accès au stade? J'ai dit que comme le Cameroun a pris sur lui de créer l'ONGS, il faut qu'il mette en place des conventions. Oui. Le Cameroun, en tant que pays, le ministre en tant qu'État, en tant que force, pouvoir de l'État, doit frapper du poing. Ce n'est pas l'ONS qui frappe le poing sur la table. Il ne représente rien. Il ne représente rien. Donc j'ai dit que c'est très grave de voir que l'État du Cameroun crée des structures qui se bloquent entre elles. Ouais. Ça, c'est très grave. Vous créez une structure, vous bloquez, et vous restez là. Vous, ministre, vous n'arrivez pas à dire, ce n'est pas croyable ce que vous êtes en train de faire. D'accord. Vous comprenez? Merci. Donc moi, j'ai dit, j'accuse à la fois, non seulement l'État lui-même qui a pris une telle décision, j'accuse le Premier ministère, j'accuse le ministre des Sports. Eux tous, ils sont fautifs. Mais vous n'accusez pas l'Africafoot. L'Africafoot n'a rien à voir là-dedans. L'Africafoot veut faire jouer le football. Ils organisent le football. Je n'accuse en rien l'Africafoot parce que le ministre, l'État, n'oubliez pas que quand on va à une Coupe du Monde, nous recevons près de 4 milliards de francs pour préparer notre Coupe du Monde. L'État prend 51%. L'État prend plus de 50% de cet argent-là. Cet argent peut servir à faire des compensations et à appeler à l'ordre les gens qu'ils ont nommés. Mais vous comprenez pas ce que c'est que le pouvoir? Être ministre d'une République et pouvoir prendre une décision pour faire jouer un sport. Je vais te poser une autre question. Je vais te poser une question. Les infrastructures, vous pensez que l'État du Cameroun n'a pas les moyens d'entretenir ces infrastructures qu'elles ont construites? Est-ce qu'on devrait attendre que les équipes en compétition pour le championnat du Cameroun, pour la gloire du championnat, la relève du football camerounais, c'est pourquoi on a construit ces stades? On arrive à être bloqué à la porte. À cause d'une structure intérieure. Non, on doit payer avant. Mais non. C'est très grave. Même si c'est le cas, même si on devrait payer, dans cette histoire. Même si on devrait payer, on peut trouver des voies. Mais pas renvoyer cette image. C'est comme si c'était l'image. Mais c'est le championnat du Cameroun. Nous sommes en train de nous insulter. C'est le championnat du Cameroun. Il a utilisé un mot tout à l'heure. Nous sommes en train de nous flageller nous-mêmes. Ça, c'était un très bon mot. C'était très bien utilisé tout à l'heure. C'est impensable de croire que dans les essais, je n'accepte même pas qu'on accuse la Fédération camerounaise de football. D'accord. Je n'accepte même pas une telle accusation, même si il peut m'arriver sur d'autres plans d'être contre la Fédération, mais pas sur ce plan-là. Oui. On aurait pu l'accuser si elle n'arrivait pas à faire jouer ce championnat. Mais c'est organisé que le championnat se joue. Elle a fait des programmations connues de tous. Vous n'allez pas dire que les gens qui ont fait des programmations, qui ont annoncé, n'ont pas versé, même si c'est... Et encore, sachant le climat dans lequel tout cela se passe, dans lequel on évolue, ils éviteraient vraiment des situations qui les mettraient en difficulté. Peut-être une réaction, Alexander, pour terminer sur ce sujet. Vous avez quand même l'occasion de regarder le déroulement de ces playoffs? Oui, bien sûr. Je regarde les matchs également et j'ai été très déçu d'apprendre que les stades ont été fermés pour une histoire de non-paiement.
L'ONIS, le SENAFOC et puis la fédération, je pense qu'ils doivent travailler en synergie, en concordance. Pourquoi? Parce que les trois militent pour le même but, pour ce qui est du football camerounais. Et maintenant, si l'ONIS a décidé de fermer les stades parce que la fédération n'a pas payé, moi je crois que quelque part, il y a un petit challenge que nous on ne voit pas entre ceux qui sont à la tête. Un problème d'ego. Exactement, un problème d'ego entre ceux qui sont à la tête des deux structures. Pourquoi? Parce que, et également, ils travaillent pour le football camerounais en général, tout comme la fédération. Et la fédération fait déjà un gros travail pour ce qui est de l'organisation des play-offs. Ils ont ramené les spectateurs dans les stades, comme également le président l'a dit. On n'a pas vu ça depuis un bon nombre de temps. Et puis, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de manifestations, il y a de la mouvance. Donc, les spectateurs sont satisfaits. C'est très décevant de voir qu'il y a des Camerounais qui arrivent dans un stade pour participer à une compétition. Ils sont prêts à payer les billets d'entrée et puis on refuse qu'ils ne peuvent pas entrer parce que la fédération n'a pas payé le stade. C'est un championnat qui est observé à travers le monde entier. C'est décevant pour ce qui est du Cameroun, une grande nation footballistique. Donc le Cameroun n'a pas renvoyé ce genre d'image. Exactement, il devrait s'arranger à ce que ce genre de choses ne se passe pas. Ce ne soit pas public. Ça doit pas être public. Ça ne devrait même pas arriver. D'accord. Merci bien, Alexandre, pour votre réaction. C'est avec cela qu'on va refermer la première partie de cette émission. On rentre tout de suite dans le débat, seconde partie de thématique ce soir. Les Lions indomptables avec Marc Brice, qui est le nouveau sélectionneur. Et tout à l'heure, on va s'intéresser évidemment au tournoi de foot jeune. Vous le savez, ce sont les congés de Pâques et c'est l'occasion aussi pour les jeunes justement de participer à ces tournois de foot organisés dans leur catégorie, en ce qui concerne leur catégorie d'âge. On va, par exemple, s'intéresser tout à l'heure à ce que fait Aurélien Chedjou, l'ancien Lion indomptable, qui cette année est en train d'organiser la 3e édition de son tournoi de foot jeune, Chedjou Sport Consulting. Les matchs se jouent du côté du stade annexe de Japoma, ici à Douala. On va s'intéresser à cela tout à l'heure et interroger l'impact justement de ces tournois sur le développement même de cette discipline dans notre pays. Mais pour le moment, parlons, Timothée Makongo, de ce nouveau staff technique des Lions indomptables du Cameroun. Depuis la non-reconduction du contrat d'Éric Gauberson, c'était le 28 février dernier. On attendait de savoir qui devait justement le remplacer sur le banc de touche de l'équipe nationale. Donc hier, dans un communiqué rendu public par le ministre des Sports, on a appris que c'est le Belge Marc Brice qui a été donc nommé entraîneur-sélectionneur. Il est assisté de Joachim Moununga et de Dianis Zilouris, analyste vidéo. Toujours en ce qui concerne le staff, entraîneur adjoint numéro 1, c'est François Mambiik. Entraîneur adjoint numéro 2, Achou Cyprien Besson. Entraîneur des gardiens de but, Alioum Boukar. Médecin, professeur Ngachou William. Préparateur physique, Manouvrier Christophe. Coordonnateur des sélections nationales, Benjamin Baklock. Coordonnateur adjoint, Hervé Nven. Et team manager, Danish Achille Nunke. Team press officer, Germaine Noël Sengue, notre confrère de la CRTV, et puis agent de liaison Lobek Keller Didier Alphonse. Voilà un peu pour la configuration de ce nouveau staff technique des Lions indomptables du Cameroun. De prime abord, quelle est la lecture que vous faites à regarder un peu ce staff? J'ai vu ce communiqué, quand je l'ai vu sortir, je me suis... Vous voulez que je vous dise vraiment la réaction que j'ai eue? Je me dis, il faut qu'on limoge ce ministre. Première réaction, il faut limoger ce ministre. Pourquoi? Parce qu'il ne sert pas le Cameroun. Je vais vous dire, nous nous sommes employés pendant des années. À l'époque, il y avait un expert qui a beaucoup travaillé, Dominique Wansi, pour qu'on mette en place une direction technique nationale. Parce qu'au Cameroun, nous avons pu. Et c'est extraordinaire, nous avons pu... Déjà, je voulais féliciter un peu le président Panlo parce qu'il est resté dans le football, il est resté président du football, il s'est intéressé au football, au basketball et tout ça depuis. Il est toujours dans le sport, félicitations au président. Et il y a eu des hommes comme Dominique Wansi qui ont lutté pour que la direction technique nationale existe. On a pu la mettre sur pied avec un panel, je vous dis bien un panel de
près d'une centaine d'entraîneurs qualifiés, c'est-à-dire Africa ou FIFA. Hein? Et peut-être, disons, pour ne pas me tromper sur le chiffre, à peu près 75 entraîneurs régulièrement FIFA. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a des hommes techniques. Nous avons au fil des années du défilé des Blancs qui ont travaillé avec nous, qui ont travaillé depuis Peter Schnittger, en passant par Pierre Lechantre et l'autre qui a eu beaucoup de victoires chez nous, là, qui a toujours de la reconnaissance, ça, c'est notre Claude Leroy. Hein? Nous avons eu des trucs. Ces gens-là ont plus appris en étant sur le terrain, en lisant sur la mentalité camerounaise, en épousant la réalité camerounaise pour parfaire des équipes. Et tous ces Blancs ont réussi à faire des équipes, pas parce qu'ils étaient meilleurs que nos Africains. Absolument pas. Parce qu'ils raisonnaient en termes d'état d'esprit. Nous avons mis en place une direction technique nationale. À un moment donné, Mangong était le directeur technique national, et comme il sortait de la FIFA, il avait un salaire de près de 5 millions de francs CFA. Hein. Le directeur technique adjoint avait près de 2,5 millions de salaire de francs CFA, ce qui était déjà très très important au Cameroun, extraordinaire au Cameroun. Ça veut dire qu'il y avait un début de vouloir faire confiance à cette direction technique. De professionnaliser cette DTN. De donner le moyen de travailler. Hein? Et ça veut dire qu'au Cameroun, et dans la réalité, au Cameroun, non seulement on a un office national des sports, c'est-à-dire une école qui forme des professeurs et des maîtres de sport, hein? Mais on a aussi dans cette école des spécialisations des gens qui deviennent des entraîneurs de football. Et il y a eu parmi les grands footballeurs du Cameroun, hein, je pourrais citer Abmoneza parce que c'est que je connais comme ceux qui étaient au Tchad, mon ancien coéquipier, Jean-Paul Akono, qui, n'ayant pas été dans les grandes écoles d'entraîneurs de France, s'est formé lui-même pour être un bel entraîneur. Et il a eu une expérience au Tchad qui était extraordinaire. Il est allé au Tchad, il a relevé l'équipe du Tchad, il a même eu des résultats au Tchad. Et il y a eu, avant que les Blancs ne commencent à faire, qu'il y ait ces vases de Blancs qui viennent au Cameroun, il y a eu ce truc. Donc, première mauvaise chose que je disais, c'est que je déteste qu'on marche sur la souveraineté nationale et sur les capacités réelles du Cameroun, au lieu de dire qu'est-ce qui ne va pas dans notre direction technique nationale. Ce n'est pas un problème de technique. Sauf que vous savez que la direction technique nationale n'a pas vocation à s'occuper de la sélection A. Ça, vous le savez. Ce n'est pas là le problème. Ils ont vocation... Non, ils ont pas de s'occuper de la sélection A. Non, attention. Mais ils ont vocation de faire des choix. Ils ont vocation de faire des choix. Hein, et dans les choix, ils peuvent choisir parmi les entraîneurs qualifiés du Cameroun. Hein? Ce n'est pas eux qui vont choisir, mais c'est eux qui peuvent orienter, hein, les méthodes, toute la méthodologie, tout l'ordonnancement de l'organisation du football au Cameroun. Hein? Méthodologie, ordonnancement. J'insiste là-dessus. Hein? Je veux dire, la direction technique met en place la politique du football définie par le pays en question. Oui. Et donc maintenant, si on a besoin d'un entraîneur, première chose, je suppose qu'il y a un conseil au niveau de la direction technique nationale, c'est-à-dire que peut-être 5, 6, 7 ou 8 entraîneurs de qualité qui ont roulé leur boss au Cameroun, qui se conseillent, qui disent maintenant nous voulons un entraîneur. Vous pensez que parmi nos 75 entraîneurs FIFA qui est au Cameroun, qui peut être... Nous avons... Définir le profil. Nous avons un problème de base au Cameroun qui est le problème ethnique. Le problème d'ego, le problème d'instinct, c'est-à-dire que de passion. Hein? Ces passions nous perdent. Et on a très peu de froideur. Vous pensez que Claude Leroy avait une valeur? Claude Leroy ne valait pas beaucoup de Camerounais. Mais il a su entrer dans cette dynamique camerounaise. Peut-être que ce sera aussi le cas du nouveau coach je vais vous dire quelque chose. Je suis arrivé dans le canon. J'étais jeune, j'avais 19 ans, 20 ans, je venais d'avoir mon bac. Hein. Je suis arrivé dans le canon de Yaoundé et je sortais du lycée de Konsamba. Et dans le canon de Yaoundé, j'ai rencontré un entraîneur qu'on appelait Laurent Edouard. Je n'avais jamais vu de près un entraîneur qui donnait des consignes et qui dirigeait l'équipe. Je vous assure, j'ai joué dans le canon, j'ai rencontré ce type-là qui n'avait aucun diplôme d'entraîneur, mais qui connaissait parfaitement le football. Il lisait tous les documents de football. Ce gars-là, le canon venait d'être champion d'Afrique en 71 avec
tous les grands noms, Ateba, Django, Témé, Emmanuel, Jean-Paul Lacole, tous les grands noms étaient là. Le gars m'a regardé et dit, ce petit-là, je vais le faire jouer. Toi, tu te souviens, il a regardé et dit, c'est lui qui a fait entrer, qui a créé la génération Makongo, à Mbidarantes, à Bega Théophile, toute une génération, 5 jeunes sont entrés. Et ce qui était formidable, Emmanuel à l'époque lui a dit, coach, je crois que tu avais juste. Vous avez accepté de laisser sa place pour donner la place. Vous était le capitaine de l'équipe nationale, il était en bonne forme. Il a laissé la place à... il y avait les oh, les noms m'échappent. Oui, il a donné la place. Le Canon, pendant 3 ans, intraitable. Personne ne nous valait. Dans cette nation-là. Personne ne nous valait. On a gagné 2 fois. J'ai gagné 2 fois le championnat du Cameroun. J'ai fait une Coupe du Cameroun. 2 fois la Coupe du Cameroun. Et je vous dis que c'était un état d'esprit. Cet état d'esprit est prévalu dans le Canon. Puis après, à Douala, il y avait 2 équipes. L'Union de Douala et le Dynamo de Douala, qui avaient le même état d'esprit. Ça veut dire les entraîneurs qui créaient un état d'esprit. Et c'était souvent, quand on disait, le Canon va jouer contre le président Dynamo, contre le Tonnerre de Yaoundé, avant que les entraîneurs même puissent s'exprimer, on savait déjà qui allait jouer. Parce que c'était une équipe. Vous comprenez? Quand on fait venir un blanc, quand je vois comment un entraîneur, rapidement, un ministre prend vite un blanc qui a pratiquement un palmarès. Moi, j'appelle ça un palmarès vide, nu, qui n'a pas grand-chose. Hein? Et il le prend. Pourquoi ne pas, ma première impression est qu'il est en train de faire une négociation d'argent. Ça veut dire que... Je vous en prie. Non, alors ça veut dire que tu veux que je ne parle pas. Non, il est en train de faire... Vous connaissez très bien. C'est un problème d'état d'esprit. Voilà. Quand je dis état d'esprit, ça veut dire que le ministre sait que sur ce type-là, je lui dis qu'on va lui donner 70 millions, dans les 70 millions, on me retrouve 20 millions. Je prends un exemple. Je dis pas que c'est vrai. Je ne peux pas prouver. Je dis que c'est ce qui s'est passé dans le passé et ça peut encore se passer aujourd'hui. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Mais je dis qu'il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir donner 2 millions de francs. Canton de Gallois l'a fait. Canton de Gallois a donné 2 millions de francs à leur entraîneur pour qu'il puisse être rentable. Et il a été très bon pendant ce moment. Comment Canton faisait? Il s'arrangeait pour arriver au moins en quart de finale d'une compétition africaine. En quart de finale, vous avez un demi-milliard. Au moins, quand vous arrivez... Quand je dis 1 milliard, c'est 1 milliard. 1 milliard quand vous arrivez en quart de finale à la Coupe africaine. Et dans 1 milliard, ça fait 1000 millions. Vous enlevez dans les 1000 millions, vous prenez 24 millions pour payer un entraîneur pendant un an, 2 millions. Et dans ce nouveau stade, je veux dire que c'est un problème de motivation. On a des Camerounais qui sont là, François Mambili, qui revient. On le connaît tous. Nous savons très bien qu'au Cameroun. Aliou Mbouka, vous le connaissez. Achou Besson, vous le connaissez. Madame Makeda. Dani Nunke, on le connaît. Madame Makeda, vous connaissez bien le Cameroun. Quand on appelle un sélectionneur national, nous sommes dans une réalité de gestion totalitaire d'une manière générale au Cameroun. Quand ce que j'appelle gestion totalitaire, c'est-à-dire que le chef est le chef à tous les niveaux, même dans vos chambres. Ce qui veut dire que tous ceux-là sont des figurants. Des figurants. On les utilise, ils ne représentent rien. Ils ne représentent rien. Donc ça ne vaut pas la peine de parler d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a quand même les Camerounais. Non, ils ne représentent rien. Pour moi, c'est la personne qu'on choisit et là-dedans, parce qu'il y a aussi quelque chose qui m'a un peu interpellé, c'est que je ne sais pas si le ministre a tenu compte des accords entre le MINGES et la Fédération camerounaise de football. Parce qu'il me semblait bien que désormais, c'est la Fédération qui était l'organe technique, reconnu officiellement l'organe technique, et qui devait faire des propositions au ministère. Je ne sais pas si toutes les démarches ont été faites à la normale, ou si le ministère, de manière brusque, a décidé de prendre un inconnu. Et je serais fort étonné que Eto'o, qui connaît quand même le monde extérieur du football, ait choisi cet entraîneur-là. Ait choisi même cette liste. Je ne crois pas, je ne sais pas. Mais je ne sais pas si toutes les prédispositions statutaires ont été respectées. Si ça a été respecté, je trouve que c'est dégueulasse. Nous sommes en train de nous flagéliser. Vraiment, je reprends le mot du président. Nous nous fragilisons. Donc, vous ne saluez pas beaucoup. Non, je ne suis même pas, d'accord pour ça. Non, je refuse même sa venue. Nous avons mieux que ça. Au Cameroun, on a mieux que ça. Un nouveau
sélectionneur, Paul Epanlo. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez justement vu cette liste du nouveau staff des Lions? Mais Lydie, vraiment, moi, pour moi, c'est une insulte. Une insulte au football camerounais, une insulte au mouvement sportif camerounais. Parce que, figurez-vous, je dis encore, et j'assume ce que moi je vais dire ici. Marc, tu m'as parlé de la direction technique nationale tout à l'heure. J'ai bien dit. La direction technique nationale dans un pays, l'exemple de la direction technique nationale de l'équipe de la France et des autres pays, le Maroc, le Sénégal et tout, comme on aime bien évoquer ces pays, on les prend en exemple, voilà ceux qui ont, c'est des gens à qui l'État donne les moyens de travailler pour l'avenir du football. Et dans ces moyens-là, ça circule autour d'une politique de football. Dans tous les pays structurés du monde entier. Tout se fait autour de la politique du football. Et qui a la capacité, les moyens d'implémenter cela? Ce ne sera ni un entraîneur que vous allez aller chercher, ni non. C'est la DTN. La DTN qui est l'organisme qui vit sur place, qui vit les réalités, qui connaît les mentalités, qui suit les équipes à partir des catégories jeunes, jusqu'à mettre à proposition de notre équipe Fagnon des produits, que ce soit des produits des footballeurs, que ce soit des produits d'entraînement. Parce qu'elle ne s'occupe pas que le pan football, elle s'occupe même de la politique, des entraînements, de tout, et même de l'arbitrage, tout ce qui concerne le football. Tout ça, c'est toute une politique. Alors, chaque fois, et maintenant, plus le temps passe, on se rend compte, on a un problème, les ressources. On parlait des ressources. Qui a dit qu'au Cameroun, on n'a pas de ressources de qualité? On a des ressources de qualité. Il faut les mettre en confiance. Tout simplement. Il faut les mettre en confiance. Nous parlons. Oui, je vais y revenir. Je vais y revenir. Nous, au Cameroun, on n'est ni le vœu de la nationalisation des banques de touche camerounais depuis plus de 20 ans. Ceux qui ont eu le courage de le faire, parce que quand vous allez regarder l'équipe qui allait aux Jeux Olympiques et tout, il y avait des Camerounais, et ils ont fait les preuves. Les Camerounais sont allés, Jean-Paul Akono l'a fait. Mais on lui avait flanqué en son temps, ça devait être Pierre Lechantre. En son temps, on lui avait flanqué Pierre Lechantre pour dire, écoute, va un peu regarder comment. Mais Jean-Paul Akono a fait ses preuves avec cette équipe. Il a remporté une médaille d'or olympique. Il faut dire quelque chose. Les fonctionnaires camerounais ne s'accommodent pas d'un certain nombre de choses. On parlait de Manga Ungene tout à l'heure, à la DTN. C'est les fonctionnaires camerounais qui ont estimé que comment un gars peut être là, un footballeur, il touche 5 millions de francs. Il faut arrêter cette histoire parce que c'est de l'argent dépensé pour rien. Or, vous avez les directeurs généraux de sociétés ici qui sont là assis, dormis chez eux du matin au soir, touchent 45-50 millions de francs. Quand on paye, vous allez chercher ces sorciers blancs, comme on aime les appeler. Vous les payez combien? Ils font quoi? Les peu résident même au Cameroun. Il vient le temps d'un match, 2 matchs, il tourne le dos, il s'en va. Qui doit faire ce travail de suivi sur le terrain? Alors, chaque fois, on vous prend une liste comme celle-là, on la colore. On prend un entraîneur. On prend un entraîneur, on prend un analyste vidéo. Le premier Camerounais vient en 3e position. Regardez dans la liste. Vous avez l'entraîneur principal, vous avez un analyste vidéo, vous avez un analyste... Ce sera quoi la différence entre assistant? C'est pour ça que Martine vous disait tout à l'heure, on veut colorer, parce qu'en fait, c'est eux qui sont véritablement les décideurs. C'est-à-dire, Brice, lui, vient avec son staff. Oui, il vient avec son staff. C'est comme ça que ça a toujours été. Parce que le reste, là, eux, dans leur mentalité, ils vous disent, vous n'avez rien à nous apprendre, parce que c'est nous qui connaissons tous. Parce que si on a couru pour venir me chercher, ça veut dire que vous ne connaissez rien, vous êtes petit. C'est ça la mentalité. Oui, maintenant, je reviens sur l'individu lui-même. J'ai parcouru, je parcours. Je regarde le football partout. Le championnat belge est un championnat de 2e, 3e zone. OK? Vous regardez les statistiques de cet entraîneur qu'on vous a montré. Sur près de 600 matchs joués,
Il a gagné. En fait, le pourcentage de matchs perdus est supérieur au pourcentage de matchs gagnés. Regardez dans vos statistiques. Et il venait d'être limogé il y a 2 semaines du club qu'il entraînait jusque-là pour insuffisance de résultats. C'est ça qu'on a trouvé que le Cameroun, qui a reproché à Rigobert Song, qui a qualifié une équipe pour le mondial, qui est sorti en 8e de finale d'une Coupe d'Afrique. Parce que les Camerounais n'ont pas pu lui donner le temps de travailler à bâtir une équipe solide. On a pris en exemple les Sénégalais. L'entraîneur sénégalais a la confiance de la fédération et de l'État du Cameroun depuis plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Il travaille aujourd'hui, il a produit quelque chose qu'il a mis en place. Même chose, c'est la même chose dans la politique de football au Maroc. C'est la même chose. Les infrastructures sont mises en place, des structures accompagnatrices sont mises en place et il faut un travail. Et je vous dis, Lydie, dans le football, ça ne manque pas. Voici un footballeur, quand tu travailles, quand les moyens sont mis à ta disposition, tu éclates. Le mental change. Et le mental, il change. Et je vous dis, Lydie, on peut compter sous la main le Brésil, le Cameroun, à l'image du Brésil, est une terre du football. Lydie, vous avez 2 mètres carrés. Allez prendre, même dans des petits, avec lesquels... Mais voilà, je fais des santé avec les images où je vais exercer mes vieux os. Mais vous regardez des petits enfants qui viennent dans ces santé. Vous avez envie de les signer. C'est des artistes. Vous avez envie de les signer. Immédiatement, vous demandez à un enfant, tu joues où? Il dit, non, je ne joue pas. Mais vous avez envie de le signer parce que là, c'est une pépite que vous êtes en train de voir là. Donc, ça veut dire que la matière, nous l'avons. C'est un problème d'organisation. Et on a vraiment un problème parce que l'État du Cameroun est hyper centralisé. Et les fonctionnaires au Cameroun ne veulent pas lâcher prise. Voilà le problème, Lydie. Ils veulent tout contrôler. Aujourd'hui, la crise qui est en train de s'installer, c'est une crise du fait de tout ce qu'on est en train de décrire. Les gens estiment que la fédération, depuis un certain moment, la nouvelle fédération, j'aime bien l'appeler comme ça, là, qui est arrivée depuis 2 ans, a fermé toutes les vannes qui faisaient profit d'enrichissement illicite de ces fonctionnaires. Aujourd'hui, il faut tout mettre en place pour la mettre à terre. Quand vous voyez, quand les gens jubilent, parce qu'un ministre, nous allons arriver sur les lois tout à l'heure, qui allègrement piétine un décret présidentiel qui stipule que l'organisation du football dans son entièreté et tout est dévolu à la fédération. Et même, vous m'aviez évoqué tout à l'heure une disposition, la sortie du conseil technique qui dit qu'il y a une disposition dans ce décret présidentiel. Il y a une mise à disposition. Il y a une disposition qui parle de la mise à disposition. Et même si c'était le cas, si nous pensons travailler pour l'intérêt du football camerounais, à quoi? Ça coûte quoi d'appeler la fédération à cette concertation, dit écoutez, venez, nous pensons, voilà le profil que nous voulons mettre à disposition. Et dans la même loi, il stipule que la fédération a son avis technique à donner. Si elle estime que cet entraîneur ne nous convient pas par rapport au projet que nous avons pour le Cameroun, eh bien, elle peut dire carrément que non, moi je ne peux pas accepter cela parce que celui-ci ne convient pas. Donc, voilà le problème. Voilà le problème. Et on va tourner mais il est là. Lydie observe aujourd'hui. Nous venons de perdre pratiquement 1 mois, 2 mois. On a fini le mondial. On a tiré les conséquences de la Coupe d'Afrique, du mondial. Si vous demandez aujourd'hui, vous avez dit est-ce que l'ancien encadrement technique, oui, elle a eu une amende honorable. Elle a eu une amende honorable, pourquoi? Parce qu'en 2 ans, sur le banc, faire ce qu'elle a pu faire. D'autres ont mis du temps et n'ont pas pu le faire. C'était mon avis. Cet encadrement technique aurait dû avoir le temps de travailler. Parce qu'on a vu quand même des prémices. 60 à 70% de jeunes, de joueurs appelés. Et d'ailleurs, je vous répète chaque fois que ça passe peut-être inaperçu, mais le joueur le plus appelé par cette sélection, par ces sélectionneurs, ce staff technique, est un jeune. John Goué. Le jeune Elliott.
Il a fait toutes les sélections. Il n'est pas titulaire, Il a fait toutes les sélections. Il a appelé. Oui, il a. Non, oui, il a appelé, ça. il est jeune, le temps de jeu il l'aura. Mais c'est un indicateur, ça veut dire que cet encadrement technique est tourné vers qui? Vers la jeunesse. La jeunesse qui demain va faire la force de cette équipe nationale. Et maintenant, l'organisation qui suit autour, au niveau local, on organise bien le football qui se joue localement. Parce qu'ici, on peut avoir des niches dans lesquelles nous ramassons, nous prenons ces joueurs parce qu'il y a des très bons joueurs. Le championnat, on a vu, il commence à être bien organisé. Au niveau des joueurs qui évoluent à l'étranger, on met en place des infrastructures qui font faire le suivi de ces joueurs et apporter des informations. Malheureusement, pour beaucoup d'autres raisons, les gens ont estimé que non, vraiment, il fallait couper la tête à son Rigobert parce on attendait la Coupe du Monde, il ne l'a pas apporté. Ok, on l'a fait. Ils ont assumé leur échec, ils sont partis. Qu'est-ce qui a fait qu'on mette plus de 2 mois à trouver un sélectionneur? Donc, ces 2 mois qu'on a mis, on a cherché, c'était pour aller trouver cet oiseau rare là, qu'on nous a montré en Belgique. Donc, les entraîneurs sont finis dans le monde entier. C'est ce machin Brice là qu'on allait trouver pour venir pour l'équipe nationale du Cameroun, pour apporter à l'équipe. Non, je vais dire qu'il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux si nous voulons bâtir le football camerounais. Si nous voulons, c'est-à-dire départissons-nous de certains comportements, départissons-nous de certains égoïsmes et pensons véritablement au football et beaucoup plus à ces jeunes qui jouent au ballon, à qui nous voulons donner la chance de vivre décemment. De vivre décemment du métier qu'ils ont choisi, le football. C'est un métier désormais. Je voulais juste ajouter un aspect. On va permettre à Alexandre de s'exprimer également. Sans peut-être rentrer dans la grosse polémique, hein, Alexandre, puisque vous êtes encore un footballeur d'activité. Moi, j'aimerais bien vous poser une toute autre question. Sur le plan sportif, il y a un nouveau staff technique qui est là. Quels sont pour vous peut-être les défis qui attendent ce nouveau staff technique? Pour moi, c'est très compliqué déjà parce que c'est une déception en tant qu'acteur sur la scène footballistique. Nous ne pouvons pas être dans une ère où on a affaire à ceux qui sont là tous les jours avec nous, qui nous observent jouer, qui nous suivent et qui sont appelés demain à nous faire monter au niveau supérieur. Et puis, ce ne sont pas eux qui vont être là pour faire les choix. En tant que footballeur, honnêtement, moi je suis déçu. Pourquoi? Parce que ces entraîneurs blancs, lorsqu'ils arrivent ici, c'est comme le papa a dit tout à l'heure, ils sont juste là pour 2 ou 3 jours quand il y a une compétition et après, ils vont repartir directement. Pendant que nous on joue, ils ne vont pas nous voir jouer. Quand ils vont arriver, on va juste leur proposer des listes de ceux qu'on estime, ceux qui ont déjà été choisis en avance. Pour des raisons diverses. Des raisons diverses. Pourtant, il faut ceux qui sont là sur le terrain tous les jours, comme par exemple le coach Rigobert qui était au Cameroun, qui allait dans les stades pour voir même les matchs. Rigobert, hein? Non, tous les entraîneurs sont critiqués au niveau du football. Donc, finalement, on ne sait pas ce qu'on veut au Cameroun. On ne peut pas. Ce qu'il est dit est très important. Oui, Rigobert, on le voyait dans les stades, aller tous les jours pour voir comment les jeunes évoluent. Il allait même dans les championnats des régionales, pas seulement en élite. Mais cet entraîneur-là, je ne sais pas si avant lui, il y a un entraîneur blanc qui a eu à faire ça. Moi, je ne pense pas. Je crois qu'ici, on n'est pas en train de laisser la direction technique de faire son travail comme ils doivent. On leur met trop de pression. Dès qu'on leur donne une responsabilité, on voudrait avoir les résultats positifs directement. Pourtant, c'est un travail qui prend du temps. Tout comme le président Epan a pris l'exemple avec le Sénégal. Moi également, c'est la nation de référence pour moi au niveau du banc de touche camerounais. Lorsque je regarde le coach sénégalais, c'est pas après 1 an ou 2 ans qu'il a remporté la CAN. Non. Il a travaillé pendant plusieurs années. Il a eu des déceptions. Il a perdu, il a eu des échecs retentissants. Mais aujourd'hui, on parlait de lui comme une référence au niveau africain. Parce qu'il a eu le temps de travailler. Il était en train d'observer les plus jeunes qui jouaient dans les catégories inférieures déjà et qu'il a fait monter au fur et à mesure qui sont aujourd'hui avec l'équipe première. D'où les résultats.
Après, ils ont remporté la CAN. Donc, si à notre niveau, le Cameroun qui est au-dessus du Sénégal, on ne peut pas déjà comprendre ces choses-là. Je crois que le problème vraiment est au niveau du ministère. Moi, je suis d'accord également. La FECAFOOT fait déjà tout pour que les joueurs soient bien au niveau du management. Mais si le ministère, qui est une haute instruction au-dessus de la FECAFOOT, ne veut pas aussi suivre le pas, bon, ça devient très compliqué pour nous. Vous avez quand même l'expérience internationale. Hein. Oui, oui. Un peu ce que vous avez regardé dans d'autres pays, c'est un peu ce qui se passe aussi au Cameroun? Non, réellement, ce n'est pas la même chose. Oui, exactement. Pourquoi? Parce qu'on a d'abord un problème au Cameroun de professionnalisme. On ne laisse pas les footballeurs gérer la chose footballistique. Ce sont les fonctionnaires, pour la plupart du temps, qui veulent entrer parce qu'ils regardent d'abord ce qu'ils vont gagner comme argent dans le football. Pourtant, les footballeurs qui viennent gérer le football au Cameroun, c'est ceux qui aiment d'abord le football parce qu'ils ont pratiqué le football, ils connaissent les réalités. Les réalités des footballeurs sur le terrain. Ceux qui sont dans les bureaux ne connaissent pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le terrain. Ce n'est qu'un ancien joueur ou alors quelqu'un qui est là tous les jours qui sait exactement ce qu'il faut faire à un certain moment donné. Donc, à l'extérieur, par exemple, vous n'allez pas voir un fonctionnaire qui va venir là et prendre des décisions pendant qu'il y a celui qui est footballeur qui connaît mieux la chose. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est les footballeurs qui gèrent le football à un certain moment donné. Et c'est véritablement le problème qu'on a au Cameroun. Donc je crois que nous, on est en train vraiment de virer vers le mauvais chemin, si je vais dire ça comme ça, si on ne permet pas à la FECAFOOT d'assumer sa responsabilité en tant que institution camerounaise à la charge des footballeurs qui veulent faire carrière dans le football. Alexandre, vous avez dévié ma question. Hein. Quels sont les défis selon vous qui attendent le nouveau staff? Là, c'est autre chose. Les défis sont universels pour tous les athlètes. Parce que c'est un footballeur, il a pas d'activité. Forcément, il aspire à ce qu'on appelle aussi en équipe nationale. Oui, mais pourquoi pas? Maintenant, on regarde quand même, Alexandre, on regarde ce qu'on a vu ces derniers temps avec les Lions Zendomta. Peut-être, quelles sont pour vous les choses qu'il faudrait corriger? Bon, moi, déjà, l'objectif à atteindre pour ce nouveau Bantouche qui arrive au Cameroun sera très difficile. Pourquoi? Parce que ce n'est pas en 2 années qu'ils vont venir le faire. Hein. Lorsqu'il va falloir faire, par exemple, des regroupements, je crois qu'ils vont juste essayer de regarder le travail qui a été fait avant qu'il ne soit là. Et pourtant, il faut bien qu'ils aient pris beaucoup de temps pour connaître déjà ces joueurs qui vont appeler en sélection. Qu'ils aient eu le temps de suivre les locaux qui vont également les rejoindre. Eux, lorsqu'ils vont arriver, s'il y a peut-être un match demain ou après-demain, ils vont faire une liste avec ce qu'on va leur proposer. Moi, je crois que c'est très compliqué. On ne pourra pas facilement avoir des résultats positifs dans cette lancée-là. C'est l'un des défis principaux, c'est que je sache. Parce que le plus difficile, c'est généralement au niveau des joueurs qu'on va appeler pour aller faire une liste, pour aller faire une compétition. C'est ça qui est souvent très compliqué. Quand l'entraîneur n'est pas quelqu'un qui connaît déjà l'intérieur du pays, pour ce qui est des joueurs, c'est une chose vraiment difficile. Ils ne vont pas l'admettre directement, ça c'est vrai, mais c'est des choses que nous on connaît, hein, de toutes les façons. Alors, Timothée Makongo, peut-être aussi avant de parler des défis sur le plan purement sportif, sans peut-être trop rentrer dans les polémiques, on a assez compris un peu vos différentes positions par rapport à cette actualité. Il y a eu ce communiqué du ministre des Sports. Il n'y a pas eu une annonce aussi, la même annonce du côté de la Fédération camerounaise de football, comme par exemple on l'a vu quand il fallait ne pas reconduire le contrat d'Éric Robertson, le ministre avait parlé, la Fédération avait également parlé, mais c'est plus tard que la Fédération a quand même fait sa foi voilà, elle est étonnée par la décision du ministre des Sports. La Fédération parle d'une décision prise de manière unilatérale qui arrive au moment où la FECAFOOT a accepté de suivre les instructions du président de la République en apportant sa franche collaboration en vue de parvenir à un apaisement profitable à l'avenir de nos chers lions indomptables. Fin de citation. Est-ce que, d'après vous aussi, on est là dans un conflit ouvert, clairement? Je vais répondre à la question en 2 volets.
Le volet, le volet sont que le président n'est pas là, commencé à évoluer tout à l'heure, mais surtout le volet social, le volet souveraineté du Cameroun. C'est l'État de Camerounais que nous sommes. Hein. Vous voyez, nous avons mis en place un entraîneur selon les structures du Cameroun, selon les tests du Cameroun, selon les règlements et statuts du Cameroun en matière de sport. Et on a choisi nous avons mis des structures en place, et nous-mêmes Camerounais, parce que nous avons perdu un certain nombre de matchs en termes de compétition, on s'est dit, on balaie tous les acquis du sport. J'ai aimé quand le président a rappelé tout à l'heure qu'il y a un jeune, il y en a peut-être 4, 5 ou 6 qui étaient retenus, mais qui n'étaient pas titulaires, mais qui étaient là, qui étaient tout le temps là, ont été appelés quand même à chaque fois. Et ce que le jeune Alexandre disait tout à l'heure, très très important, les entraîneurs observent progressivement. Il y avait une qualité chez Son, et je vais dire ses faiblesses, maintenant je parle de sa qualité, il avait l'art de capter un joueur, de saisir que ce gars est bon, on l'amène. Ils étaient dans une réalité, dans une dimension évolutionniste en termes de renouveler l'équipe nationale. Donc cette réalité est réelle, elle a existé. Nous-mêmes, nous avons vu, même parmi les gars qui arrivaient de l'extérieur, vous avez vu le gars qui a joué finalement en défense centrale à la Coupe d'Afrique, là, dernièrement, je ne sais pas, le petit là qui a marqué un but, j'ai oublié son nom, qui était 4 ou... Van Bekele. Oui. Ça fait partie des gens qu'on a découverts au fur et à mesure. Et c'était des découvertes de Rigobert Song. Ça veut dire qu'il avait une réalité de faire quelque chose au niveau du renouvellement des joueurs, au niveau du rajeunissement des joueurs. Mais il ne faut pas oublier que, parallèlement, il y a tout un pan de vieux clous qui vous disent il faut absolument que, comment on appelle le jeune de l'avant-centre, Aboubakar Vincent, il faut qu'il joue. Vous avez le Cameroun a fait presque un deuil parce qu'Aboubakar Vincent, Aboubakar Vincent est clairement, nettement était vieillissant. Il n'avait plus une place prépondérante dans le... On pouvait compter sur ses chances. Si ces occasions chanceuses, mais il n'avait plus de place. Oui, comme un joker. Je le répétais sur ce plateau. Les gens ont considéré que c'est la chance de notre vie. Et ça déstabilise le mental de toute une nation. Et quand vous avez vu, nous avons vu des gens qui sont entrés, on ne sait pas d'où ils venaient, mais qui se sont révélés des jeux extraordinaires comme Bemi. Bomo, qui malheureusement n'était pas à la CAN. Qui n'était pas à la CAN, mais qui a été une machine qui aurait pu changer même le visage de la CAN s'il avait été à la CAN. Ça veut dire que, et pour rejoindre le président Paul, ça veut dire qu'il y avait quand même dans le staff camerounais une certaine volonté de rénovation. Maintenant, les résultats, et puis il faut quand même le dire, la Coupe du Monde que nous avons vécue, nous n'avons pas eu à proprement parler une véritable défaite. Pendant la Coupe du Monde, où on a fait des séries de matchs. On n'a pas été ridicule. On n'a pas été ridicule du tout. On était non plus. Hein, mais beaucoup de grandes nations du monde n'ont pas été qualifiées. Ont été éliminés dès le premier tour. Mais on pouvait passer au deuxième tour. On était sur le point de passer au deuxième tour. La Coupe d'Afrique. Nous avons eu comme une baisse quelque part, mais il y a eu un problème. Quelqu'un comme le Choupo-Moting, il n'a pas été appelé. Non, Choupo-Moting, je regrette, il n'était pas là. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose, un problème. On ne l'a pas appelé. Et en conférence de presse, le sélectionneur avait dit, bon, c'est un bon joueur, mais il n'avait notamment pas dit pourquoi il ne l'a pas appelé. Voilà. Et ça fait partie de ces politiques qui déstabilisent l'état mental d'une organisation sociale. D'une organisation sociale. Quand un ministre décide d'appeler un blanc, brusquement, pendant que nous avons eu, vraiment, je veux que les Camerounais comprennent ce que notre discours, ce n'est pas un discours polémique, c'est un discours d'état d'esprit, un discours de personnalité propre, d'amour propre du Camerounais, un discours d'amour de ce pays, des hommes de ce pays. Ça veut dire qu'un jour, je pourrais dire que le ministre n'est pas capable d'appeler un blanc pour être ministre, appeler un blanc pour être directeur de ceci, appeler un blanc. Mais c'est ce que ça veut dire. On est en train de dire que nous ne sommes pas capables. En réalité, au lieu de viser le problème là où il devrait être visé, pourquoi Rigobert Song a échoué? Rigobert Song a échoué
parce que, pour moi, ça c'est mon avis personnel, il a échoué parce qu'il n'avait pas un charisme, une personnalité suffisamment forte pour affronter toutes les oppositions qui étaient sur lui. Sa personnalité était faible. C'était faible, c'est pour ça qu'il a échoué. Hein? On lui avait, comme a dit le président, on lui avait donné le temps de travailler avec sa propre réflexion, parce que dans nos trucs là, quand il fallait faire par exemple l'hymne de la CAN du Cameroun, on appelait des professeurs. On dit professeur était pour faire. Oh, nous avons des musicologues qui ne sont pas des professeurs. Je prends un exemple. Hein, on dit professeur était va faire l'hymne. Le choix de l'hymne est supervisé par des professeurs de droit. Ça n'a rien à voir. C'est une insulte permanente au Cameroun. Oh, nous avons des artistes d'une dimension extraordinaire. Et je vais dire qu'au football, la réaction des fans de foot. Je vais jusqu'au bout de ma réflexion. Oh, nous avons des hommes d'une très très belle dimension. Nous mettons tout un pays à genoux. Nous nous inclinons devant un blanc qui va venir. Un pauvre petit blanc qui va venir, qui va dire il n'y a pas d'entraîneur au Cameroun, c'est pour ça qu'on m'a appelé. Et il va faire sa loi. Et il va partir avec des salaires de 70 millions, 80, parce que c'est le minimum qu'on leur donne, c'est 75 millions. Hein. C'est ça. Hein, 75 millions. Donc, on donne à un Cameroun. Vous aurez souhaité que le Cameroun reste sur le même sillage, c'est-à-dire nationaliser, on reste avec un coach camerounais. Même si on avait décidé de faire partie des Rigobert, est-ce qu'il n'y a pas de ressources camerounaises? Voilà, d'accord, on a compris. Il y a des entraîneurs qualifiés au Cameroun qui peuvent gérer cette équipe nationale. Sur le plan social. On va vous proposer. On n'a pas tenu par le temps aussi. On a une deuxième thématique à aborder. N'oubliez pas, Timothée. On va vous proposer rapidement de suivre les réactions aussi. Les réactions de quelques fans de foot qui s'expriment par rapport à cette actualité. Ils sont au micro de Zipierre. Regardez. Ce que je pense par rapport au niveau sélectionneur des Lions, c'est que bon, on verra avec le temps, vu qu'on ne le maîtrise pas bien. Bon, j'ai quand même pu voir ces statistiques. Bon, je ne pourrais pas dire que c'est un très grand entraîneur, puisque j'ai vu qu'il avait beaucoup de défaites et très peu de victoires. Donc, on fait confiance au ministre qu'il a choisi. Et vous avez déjà entendu parler de cet entraîneur? Non, jamais entendu. Bon, selon moi, s'ils ont eu à prendre un entraîneur qu'on ne maîtrise pas, bon, pour moi, c'est pour éviter de conditionner le coach, quoi. Puisque l'ancien coach de Rigobert, c'est pour que vraiment il n'était pas vraiment, il ne prenait pas les choses vraiment en main. Oui, c'est pour que parfois il était un peu ils ont menacé au niveau de la sélection et tout. Donc je me dis que peut-être avec un étranger, peut-être les choses peuvent marcher. Vous savez que les Lions font les grands coachs du monde. Est-ce qu'on connaissait Wilfried Schaeffer avant? Est-ce qu'on connaissait Volker Finke? Est-ce qu'on connaissait Mipomnaché en 90? C'est les Lions indomptables qui rendent les coachs meilleurs. Donc on espère que comme il est non-aime, comme Hugo Brossa était en 2017, il peut également être un grand coach. Espérons seulement. Et nous voulons un changement. Nous ne voulons plus l'implication de qui que ce soit dans le choix des joueurs. Il faudrait que cet entraîneur soit charismatique et qu'il nous apporte ce que le peuple attend de lui. Rehausser le niveau de cette équipe, faire des changements. Si possible, pourquoi ne pas nous remporter la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde? C'est possible si l'équipe est bien constituée, si l'équipe est faite selon les normes de l'art. À mon avis, c'est que bon, c'est un entraîneur, on ne sait pas comment il s'est fait. Il a fait pour se retrouver là-bas. Bon, moi, je ne peux pas juger quelqu'un qui n'a jamais compris comment il travaille. Mais la chose qui m'a énervé là, c'est parce que le ministre, il est ministre des Sports, c'est le patron du sport au Cameroun. Mais lui, il ne regarde que le football. Les gars, nous vont boxer depuis, il n'est jamais là. Demain, les enfants ont porté le médaille au Ghana, il n'est jamais là. Tout le reste des sports, il n'est jamais là. Il s'intéresse rien qu'au football. Je ne sais pas si c'est seulement dans le football qu'il y a l'argent ou il a un problème, je ne connais pas. Il n'a pas qualité pour choisir un coach. Moi, je n'ai jamais entendu qu'il a joué au ballon. Je sais qu'il ne connaît rien de football. Qu'il laisse le travail de football aux footballeurs. On a un président de la fédération, on a des anciens joueurs qui peuvent nous indiquer comment il faut fonctionner. Il s'intéresse trop au football. Il se retrouve même parfois au vestiaire. Il ne sait pas ce qu'il peut dire aux joueurs. Là, je suis vraiment dépassé. Je n'ai rien contre ces coachs. Mais que le ministre laisse les gens faire leur travail. Pour moi, c'est ce qu'il fallait. Quand il y a échec, il faut tourner la page. Et pour moi, c'est ce qu'il fallait. Quand il y a échec, il faut tourner la page
et voir ce qui n'a pas marché. À mon humble avis, ce qui n'avait pas marché, c'était au niveau du sélectionneur. Et il nous fallait vraiment un entraîneur blanc pour essayer de recadrer les choses. Certains diront que c'est un entraîneur qui n'est pas connu sur la scène du football mondial. Mais malheureusement, pour eux que le Cameroun avait des titres qu'on a remportés, c'est ici qu'on vient se faire non. Quand vous allez prendre tous les trophées qu'on a remportés, les entraîneurs venaient dans l'anonymat, ils sont fait non là. Pour moi, c'était normal de changer des casquettes, prendre un nouveau entraîneur. Et tout le staff technique a été changé. C'est quelques réactions des fans de foot par rapport à la nomination de Marc Brice comme nouveau sélectionneur des Lions Indomptables. Il y a quand même, Président, quelqu'un qui a quand même rappelé qu'il y a plusieurs coachs non-name, entre guillemets, qui n'avaient pas un parcours impressionnant, qui sont arrivés au Cameroun et qui sont devenus des grands entraîneurs. Donc, maintenant, aujourd'hui, il y a un entraîneur qui arrive, on ne le connaît pas beaucoup, ce sera sa première expérience africaine. C'est pas aussi exclu qu'il devienne un grand coach demain. Oui, ces entraîneurs se sont fait un nom parce qu'au Cameroun, déjà, on avait de très grands joueurs. Okay? C'est qui n'est pas le cas maintenant? Ce qui n'est pas le cas maintenant. Nous avons des joueurs moyens, on n'a pas de grands joueurs. Et ce sera quoi la différence fondamentale? Permettez-moi d'aller. Justement, je voudrais avoir votre avis là-dessus. Ouais. Si vous voulez les citer, Nepomniachtchi, que ce soit Valérie Nepomniachtchi, que ce soit les Justi Branco, que ce soit tous ceux qui sont venus se faire un nom au Cameroun. On va arriver sur Hugo Broos. Tous ceux qui sont venus se faire un nom au Cameroun ont trouvé des générations, en passant par Pierre Lechantre, en passant par Claude Leroy, qui se sont fait des noms au Cameroun, ont trouvé des générations formidables de joueurs. Et ces générations de joueurs, pour la plupart, avaient fait leur gamme ici avant d'aller en Europe, où certains jouaient encore au championnat local. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Quelqu'un vous a dit là tout à l'heure que quand ces entraîneurs arrivaient, ils épousaient c'est lui qui le disait tout à l'heure, ils épousaient, n'est-ce pas, l'esprit, l'état d'esprit local. L'esprit local et tout, et qui faisait. Maintenant, l'autre chose qui a certainement fait leur succès, et le dernier en date, Hugo Broos, qui nous a remporté une compétition, c'est que l'état d'esprit, les Camerounais, le fighting spirit camerounais, ce n'est pas un vain mot. Cette génération, le 2017, a gagné cette compétition. Pourquoi? Parce que là où il n'y avait plus de ressources, le mental n'était plus et tout. C'est le mental, le fighting spirit qui ont pris le dessus, qui les ont permis d'aller, parce que personne au Cameroun ne donnait cher à cette équipe de 2017. C'est l'équipe qui a été la plus insultée, qui a été la plus... Eux-mêmes les joueurs, c'est un sursaut d'orgueil. Quand ils réussissent à passer le premier tour, ils se retrouvent, ils se disent, hey, mais on ne sait pas, bon, on va voir les huitièmes de finale. Et ils rencontrent le huitième de finale, je crois que ça devait être du Sénégal. Il rencontre un grand cadeau au huitième de finale, il se dit, ah tiens, mais quart de finale, bon, on peut évoluer encore. Quand ils battent, ma mémoire... Ils ont battu l'Égypte, ils ont battu le Maroc. C'est au niveau des quarts de finale, quand ils ont remporté les quarts de finale, que ces gars ont dit, ok, d'accord. Comme on peut y croire, on peut y aller. Mais je vous dis, personne ne donnait ces gars-là. Même, je dis, même un penny, personne, je veux dire, un coin, c'était de la monnaie anglaise, oui. Personne ne pouvait miser, ne pouvait parier sur eux. Donc, si vous demandez, est-ce que celui-ci qui arrive, celui-ci, il arrive dans un contexte bien particulier. Un contexte bien particulier où le football est divisé, éclaté, Cameroun éclaté en 1000 morceaux. Parce qu'il aura affaire à une forte opposition, il aura affaire, et je ne suis pas sûr qu'il aura assez de coups de frein ou alors le mental pour supporter cela. Parce qu'il est clair que ce choix a été fait, quand vous regardez le choix de l'entraîneur et de tous ceux qui viennent, c'est pour mettre en difficulté la fédération camerounaise, qui ne va pas rester les mains croisées et va réagir. Et trouvera les moyens aussi de mettre en difficulté le ministère à travers les Lions Indomptables. Tiens, regardez, dans les dispositions de la loi, par exemple, prenons un cas bien précis,
Non, il y a l'organisateur, non, l'encadreur des équipes, le coordonnateur des équipes nationales. Monsieur Benjamin Balo. Il est bien précis. D'abord, Benjamin Balo qui est nommé en Bisbee parce que il a démissionné, mais en fait c'était une démission en demi-cas parce qu'il devait partir. On devait le faire partir de la fédération. Parce qu'il avait été en son temps accusé des choses, bon je ne le dis pas ici, c'est pas moi, je ne le dis pas. Donc, il devait partir. Donc, c'est déjà... Même aussi, il avait réagi de manière aussi... Et il avait aussi réagi de manière violente. Donc, un conflit est déjà né. Là-dessus, un conflit est latent, il est là. Parce que dans ces dernières sorties, c'était que oui, on verra, machin, truc et tout. Le conflit est latent. Alors, aujourd'hui, les coordonnateurs, et dans la loi signée par le président de la République de 2017, il est clair que le coordonnateur, les rôles et démolition du coordonnateur sont définis par le président de la FECAFOOT. Alors le coordonnateur est nommé par le ministre, mais son rôle est défini par le président de la FECAFOOT. Son salaire est payé par la FECAFOOT. C'est drôle. Et ce coordonnateur qu'on vient de nommer est un ennemi déclaré du président de la FECAFOOT. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le ministre, quand je fais un jeu de décision, et il le sait, il va un jeu de décision. C'est vous qui parlez de l'intérêt de la nation. Donc, c'est pour ça que des intérêts personnels. Nous ne sommes pas. Oui, ça je l'ai dit. Mon souhait. Les égaux. Je dis bien mon souhait. Je le dis bien ici, mon souhait. C'est que même au-delà, même si la forme n'a pas été, même si le ministère que toutes ces entités se lèvent, se mettent ensemble et regardent, même si on est allé nous porter n'importe qui, mais que tout le monde regarde dans la même direction pour accompagner celui-là, quitte à ce que demain, ses résultats parlent pour ou contre lui. Et que tout le monde assume, comme tout le monde dit encore qu'on n'a pas laissé un autre maçon faire, mais il faut qu'on juge celui-ci. Mais je le dis, il faut que ce soit clair, il dit. Il aura affaire à une forte opposition. Même si de manière conviviale, on veut bien que, bon, oui, qu'une paire de braves soit faite ou alors soit dite devant tout le monde, mais au fond, connaissant les égaux surdimensionnés et les membres de la FECAFOOT, du ministre lui-même, qui est l'instigateur de toute cette cacophonie que nous sommes en train de mettre en place. Alors que c'est lui le garant. C'est lui qui devait, Maxime l'a dit tout à l'heure, c'est lui qui devait en tant qu'arbitre à un certain moment se dire, voilà. Maintenant, est-ce que la fédération, tout cela est renvoyé à la fédération comme un aveu, c'est-à-dire d'échec, un aveu de machin, comme une humiliation, comme une humiliation. Est-ce qu'ils vont laisser faire, vont laisser passer? Je dis dans l'intérêt du football, s'ils peuvent que tout le monde se regarde. Ok, le ministre a certainement obtenu ce qu'il a obtenu, clair, ok, d'accord, mais maintenant, que tout le monde regarde dans la direction. Mais, j'ai dit, cela, c'est dans l'intérêt supérieur de la nation. Mais, j'ai dit que cet entraîneur, cet environnement dans lequel il sera scruté dès ses premiers mots, dès les premiers mots qu'il va dire, dès les premiers actes qu'il va poser, il sera très scruté et sincèrement, il sera aucun entraîneur ne va attirer l'attention comme celui qu'on vient de nommer. Parce que le contexte dans lequel il a été... Et il est assez spécial. Il est assez spécial. C'est un contexte quand même assez bouillant et assez... Parce qu'on a affaire à qui? On a affaire en face à un ministre de la République, on a affaire en face à Samuel Eto'o-Fils. C'est clair. S'il vous plaît, quand même, Samuel Eto'o-Fils. C'est une personnalité. Il y a une personnalité dans le football. Au niveau de la planète Terre. Du football mondial. Au niveau même de la planète Terre. Au niveau de la planète Terre. On ne peut pas froisser quelqu'un comme ça. Moi, je dis que... Bon, mais dis autre chose que vous voulez dire. Rapidement, on va passer à autre... Excuse-moi, Alessandre, si tu voulais dire quelque chose. Non. Quelque chose que je voulais dire, c'est que, en toute honnêteté, Epan a rappelé le décret présidentiel parce qu'il souhaiterait qu'il y ait une paix de braves. Oui. Mais moi, je dis, devant toute la République, qu'on dise à ce blanc, on s'est affairé, on veut encore se concerter, attendre d'abord, on sursoit une telle décision. Je vous jure que, monsieur le ministre, prenez la décision de sursoir à cette décision, elle est mauvaise. Pour le respect des Camerounais, faites absolument que cette décision soit suspendue.
il faut absolument refaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire venir tel en attendant qu'elle soit peut-être suspendue ou pas, Timothée, moi, la question que je pose, c'est que jusqu'ici, je n'ai pas beaucoup de réponses. Ce sont les défis qui attendent de ce nouveau staff technique. Tout à l'heure, le président Epanlo faisait remarquer que ce n'est pas les mêmes joueurs. Que les générations précédentes qui ont donné des noms aux entraîneurs. C'est pas le même état d'esprit, c'est pas le même environnement. Alexandre était répondu tout à l'heure. On a vu que, par exemple, lors de la dernière CAN, les joueurs comme Choupo-Moting n'ont pas été appelés. On a Lucas André Onana qui reste là. Alors, comment est-ce que... Et puis, il y a eu cette sortie récente de Fabrice Ondoa aussi. Alors, comment est-ce qu'il faudrait peut-être manager tout ça? Non, en réalité, le jeune Alexandre l'a dit un peu tout à l'heure, en réalité, le problème se pose au niveau de... Parce que quand vous écoutez les interventions d'Alexandre, les interventions du président Epanlo, et même les interventions, vous comprenez que le problème réel, c'est un problème définitif de coordination. Nous n'avons plus les artistes que nous avions avant. Comme à l'époque, comme a dit le président tout à l'heure, on avait beaucoup d'artistes avant. On avait des joueurs qui étaient d'une qualité extraordinaire, des magiciens du football. Mais on a encore, et quand j'ai regardé, depuis que ça a commencé, quand même, j'ai remarqué qu'ils ont pu récupérer par-ci, par-là, des gens qui étaient des perles. Ils ont pu trouver quelques perles. Mbeumo a été un perle. Parmi les binationaux, ça il faut le dire. Parmi les binationaux, ils ont trouvé des perles. Et qui sont en train de rôder. Qui sont en train de rôder. Et ça veut dire que ça existe. Maintenant, je vous assure que ce soit sur le plan technique, sur le plan tactique, sur le plan mental, sur le plan organisationnel, c'est un problème de coordination d'hommes de bonne volonté. Parce que ce que le ministre est en train de faire, c'est un fossoyeur de coulisses. C'est-à-dire en train de détruire quelque chose. Quand vous dites quels sont les objectifs à atteindre pour une équipe, qui, nous au Cameroun, et je suis content de partager la même opinion que le président parle, nous au Cameroun, on a une réserve de footballeurs. Vous avez vu Alexandre quand il racontait son histoire tout à l'heure, il est allé par-ci, il est allé par-là, et il a pu jouer 1 an, 2 ans, 3 ans par-là. Donc ça veut dire que il était brillant partout où il arrivait. Et nous avons cette réserve. Nous avons un problème réel qui repose sur la maîtrise de notre mental, qui est déjà un très bon mental au niveau de l'Afrique. Nous avons le meilleur mental d'Afrique en matière de mindset. Vraiment, c'est extraordinaire. Et je le remarque depuis une vingtaine d'années, je regarde toutes les compétitions, nous avons un mental extraordinaire. Maintenant, il faut absolument coordonner les choses, orienter les choses, que les gens soient des nationalistes. Parce que ce nationalisme nous manque beaucoup. Absolument. Parce que quand vous parlez d'objectifs à atteindre, ce nationalisme, cette fraternité, cette humilité d'être ensemble nous manque beaucoup. Et nous sommes engagés dans la voie de ceux qu'on doit voir, qui ont des moyens, qu'on doit connaître, qu'on doit glorifier. Le football, là, il a dit tout à l'heure, le football, le vrai problème du football n'est pas un problème de qualité des joueurs, de qualité technique, c'est un problème d'organisation d'ensemble, une qualité mentale, une qualité de volonté de ceux qui dirigent. Hein. Parce que pour faire une belle prédication, il faut des hommes qui sont des bons pasteurs. Hein, je vais dire des pasteurs de football, des pasteurs, des gens qui disent les choses dans la vérité pour que les gens entrent tous dans une réalité d'amour, de volonté, de nationalisme et de fraternité réelle. C'est cette fraternité qui nous manque aujourd'hui, qui nous échappe. Ce que le ministre fait, c'est un fossoyeur. Je vous en prie, on reste poli sur ce plateau de Timothée Bakongo. Oui, mais je suis obligé de le dire parce qu'en réalité, c'est ça. Mais je suis poli, vraiment, pour moi, c'est tout à fait clair. Vraiment, parce qu'on ne peut pas se comporter les Camerounais qui viennent être comme ça. Quand même, en même temps aussi. Bon, c'est vrai, c'est pas un acharnement. On va donc terminer pour les minutes qui nous restent avec un autre sujet qui était normalement le sujet prévu pour cette partie de l'émission, mais compte tenu de l'actualité, il a fallu réajuster évidemment notre conducteur. Donc on parle de football jeune. Ce sont les congés de Pâques, occasion pour les promoteurs de foot d'organiser quelques tournois justement afin de regrouper les jeunes et parmi aussi, et c'est également aussi une occasion pour les organisateurs, pourquoi pas, de faire venir les recruteurs
internationaux pour pouvoir détecter si, voilà, peut-être il y a 1 ou 2, 3 joueurs qui peuvent aller évoluer de l'autre côté. Alors, on va parler du tournoi d'Aurélien Chedjou. Voilà, ces images de ce tournoi qui se dispute actuellement du côté du stade annexe de Japoma, ici même à Douala. Il faut rappeler que c'est la 3e édition de ce tournoi organisé par l'ancien Lion Indomptable. Cette année, donc, manque donc cette 3e édition. Catégorie concernée les moins de 18 ans. Lancé pour cette édition hier, mardi 2 avril, au stade annexe de Japoma, ici à Douala. Il faut rappeler que ce tournoi regroupe 8 équipes de football ou académies. Et c'est un tournoi qui va durer 5 jours. Donc, il va s'achever le 6 avril prochain. Sur l'importance d'un tel tournoi et aussi les objectifs visés, on va vous proposer d'écouter Aurélien Chedjou qui est l'organisateur. Il s'exprime au micro de Zipierre. Organiser ce tournoi, c'est double objectif, que les jeunes déjà soient en compétition, parce que les académies, c'est bien beau de s'entraîner, mais il faut la compétition. C'est pour ça qu'on organise ce genre de tournoi. Je ne suis pas le seul, il y a la Esther Cup qui vient après. Donc il y a plusieurs tournois qui se font justement pour que les enfants soient compétitifs. Le deuxième objectif, c'est donner la chance à ces jeunes-là de pouvoir s'exprimer devant les scouts étrangers qui sont là, des clubs européens qui sont là. Donc c'est aussi leur donner la chance de pouvoir devenir demain les grands noms de ce pays dans le football. Oui, je suis satisfait parce que jusqu'ici on n'a pas eu d'incident, parce qu'il faut d'abord penser à la santé des joueurs. On n'a pas eu d'incident sur les 3 éditions. On est allé aussi à Garoua où on a été bien accueillis, donc c'est un pan qu'on espère exploiter encore et encore. Et en termes d'objectifs, oui, il y a 2-3 qui sont déjà partis. Et on espère, ils sont encore jeunes, hein, mais on espère qu'ils feront ce qu'il faut pour pouvoir avancer et devenir des grands professionnels. Organiser ce tournoi, c'est double objectif. Voilà, c'était Aurélien Chedjou qui organise la 3e édition de ce tournoi de foot jeune qui concerne la catégorie de moins de 18 ans. Ça a démarré hier, 2 avril, et cela va s'achever le 6 avril prochain. Les matchs se disputent du côté du stade annexe de Japoma, il faut le préciser. Vous souhaitez réagir par rapport à ça? Oui, non, je suis très content en tant que... je rappelais que je suis vice-président du football jeune du Canon de Yaoundé et des initiatives comme ça là, qui sont des mains tendues des anciens professionnels vers ces jeunes sont pour moi, c'est une aubaine. C'est une aubaine pour permettre d'abord à ces jeunes-là de se frotter à ceux qui ont eu le vécu, comme ça le vécu du terrain, le vécu du professionnalisme, et tout leur donner une chance. Il organise un training camp comme celui-là, des recruteurs étrangers sont là. Ils peuvent taper. Il vous a dit là tout à l'heure, 3 personnes sont parties. Beaucoup. Nous sommes une génération, on n'a pas eu cette chance. Nous étions de très bons footballeurs, hein, d'excellents footballeurs, ça je vous assure. Mais aujourd'hui, s'il y en a qui... C'est des initiatives comme ça là qu'on veut. Que des joueurs qui ont montré, hein, qui ont été dans tout le monde entier, qui ramènent cette expérience-là, qui la mettent au service des jeunes, qui puissent aussi, parce que ces jeunes en ont besoin ici sur le terrain, sur place. Ils en ont besoin. Alors Alexander, quel peut être pour vous l'impact de ces tournois de foot pour les jeunes? Vous êtes footballeur, justement. Oui, pour moi c'est déjà une très bonne initiative. Pourquoi? Parce que cela va aider les jeunes qui voudraient faire carrière dans le football. C'est des opportunités qu'on ne trouve pas sur tout le territoire camerounais. Certes, pourquoi? Parce qu'il faudrait toujours qu'un ou deux se démarquent avant d'organiser des tournois jeunes comme cela et qui feront venir des scouts ou alors des recruteurs étrangers, puisque l'objectif pour chaque footballeur camerounais est d'aller jouer à l'extérieur pour pouvoir gagner sa vie. Et tout commence par la base. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'équipe nationale, la reconstruction ne va pas se faire sur 1 an ou 2 ans. Ça va se faire à partir des catégories jeunes, tout en prenant par exemple le cas
du Sénégal, dont on parlait encore, il faudrait que ces jeunes-là, parmi eux, ceux qui auront la chance de partir en Europe pour continuer la formation, puissent être détectés. Ceux qui seront même resteront au Cameroun, parce que notre direction technique également a des moyens pour détecter ceux qui vont rester au Cameroun, puissent être encadrés pour suivre leur formation et qu'à l'âge de 17 ans ou de 18 ans, puissent être à un bon niveau de carrière. D'où l'importance de ces tournois de football jeune qu'on a pu voir tout à l'heure, organisé par l'ancien footballeur Ngannou, en fait. Oui, Timothée? Non, Alexandre a répondu à la question, le président parlait aussi. La seule chose que je voulais faire remarquer, c'est qu'il y a eu une tradition de ce qu'on appelle interquata depuis des années, mais c'était pour qu'on remarque les joueurs à l'intérieur du Cameroun qui devaient faire partie des grandes équipes. Donc, et je suis vraiment aussi content de voir que des anciens footballeurs sur le plateau international prennent sur eux de relancer ce truc. Intérieurement, déjà, il y avait déjà les brasseries du Cameroun qui l'ont fait, et comment on appelle, Kadji, et puis d'autres qui le font. C'est vraiment très très bien parce qu'il y a eu des détections réelles au niveau du Cameroun. Même la direction technique nationale a fait, et même le truc créé par le président de la République. Anafoot, ils ont fait la détection, mais ça n'a pas le même impact. Qui participe justement à ces tournois des jeunes. Voilà, aussi, oui, et ça n'a pas le même impact que quand c'est un ancien footballeur international reconnu qui le fait et qui fait venir des observateurs étrangers. Ça, c'est vraiment une très bonne action. À mon avis, c'est vraiment une bonne action. Quelle peut être son importance, Président Epal, vous faites bien de rappeler que vous vous occupez un peu du football jeune, du côté du canot sportif de Yaoundé. On attend véritablement que ce football jeune-là puisse décoller sur le plan national. Alors, les tournois comme ça, pour vous, est-ce que ça peut participer, est-ce que ça peut contribuer à développer ces disciplines sportives? C'est même les tournois comme ça, là, parce que la fédération, je vais vous surprendre, je vais vous dire que la fédération n'a pas les moyens nécessaires d'organiser le football jeune. Ça, il faut que je le dise. Parce que vous prenez une ville comme Douala, oui, je vais vous expliquer pourquoi. Vous prenez une ville comme Douala, Douala seul, à lui seul, moi j'ai fait ce recensement sur le terrain, à lui seul, peut-être près de 200-300 structures de formation de football jeune. Vous entendez? J'ai dit Douala seul, dans les 5 arrondissements, dans les 6 arrondissements de Douala. Vous avez des structures, j'ai plus de 200 structures de formation de jeunes. Est-ce que la fédérale, la Ligue football jeune du littoral a les moyens d'organiser des tournois, d'organiser cela? Non. Donc il faut des personnes extérieures comme celles-là encore qui ont ils ont un vécu dans le football, qui viennent apporter cette expertise-là. Le jeune demande quoi? Jouer au ballon. Et la formation du jeune s'évalue en termes du temps mis à jouer au ballon. On ne dit pas formation du jeune. Un tournoi comme ça, c'est quoi? Ça prend quelques jours. Oui. Non, un tournoi le reste du temps. Oui, un tournoi comme celui-ci, c'est un tournoi d'évaluation. OK? C'est un tournoi où vous avez déjà formé des jeunes et on vient le mettre dans des conditions d'évaluation. Et la meilleure motivation, s'il te plaît, je chute là-bas, la meilleure motivation, c'est de jouer devant des gens qui vous observent en se disant, je peux avoir la chance de taper dans l'œil. Président, je vais aborder dans le même sens que toi. Ce que je voulais dire, nous avant, dans les dispositions organisation du Camerounais en matière d'études, même des matière de sport, tous les lycées, collèges, tout ce qui était officier ou privé, devait avoir une organisation de sport. Il y avait un championnat qu'on appelait championnat au sucre. Ça existe et tout a essayé de faire que ce soit au sucre. En signant des conventions avec le ministre de l'enseignement secondaire, de l'éducation de base. Et parce que c'est des championnats qui sont extraordinaires. C'était des viviers de formation. C'était des viviers de formation. Dans tous les pays du monde. De football. Quand vous allez, même en Côte d'Ivoire, ils sont revenus dessus. En Côte d'Ivoire maintenant, au Ghana, ils sont revenus dessus. C'était des viviers de formation. Au lieu de dire qu'à la fédération, c'est vous qui allez organiser le football des lycées et collèges. Avant, quand il y avait, par exemple, finale, les lycées de Newbell contre Saker, c'était des spectateurs extraordinaires. En fait, ce qui se passe dans ce cas, c'est quoi? C'est que la fédération peut trouver des moyens à mettre à disposition des ministères concernés pour l'accompagnement de l'organisation
dans ce cadre-là bien précis, comme disons par exemple, des OSUP, par exemple, d'autres compétitions qui peuvent mettre en exergue, comme ça, elles, au niveau régional ou au niveau départemental, les ligues peuvent prendre le pas sur des sélections qui ont été faites, maintenant qui vont aller, qui vont aller s'affronter au niveau national pour sortir peut-être sur un brainstorming. Par contre, ce que je voulais dire pour les moyens, parce que le président a parlé de moyens tout à l'heure, que la fédération ne peut pas avoir les moyens. Par contre, je vous dis que les fédérations les plus riches, c'est-à-dire les organisations sportives les plus riches dans le pays, c'est les organisations scolaires. Parce que dans le sport, on leur fait payer, à chaque élève dans un lycée, on leur fait payer environ entre 10 000 et 15 000 francs par an. Absolument. 10 000 francs et 15 000 francs par 1 million d'élèves. Ça fait 1 milliard de francs. Et Maxime, rappelle que... Ça fait 1 milliard de francs. Ça veut dire que le football jeune au niveau des collèges peut marcher. Oui. C'est même le plus riche. Maxime, rappelle que à l'école primaire... Il faudrait peut-être bien profiler cela. À l'école, non. Je veux dire, à l'école primaire. Le ministre des Sports refuse. À l'école primaire. Le ministre de l'enseignement supérieur, il refuse. Parce à l'école primaire, on payait pour les jeux au sucre. Dans les frais scolaires qu'on payait, on payait aussi pour la participation aux jeux au sucre. Quand vous pensez que chaque établissement a 1000 élèves, 1000 élèves qui payent 10 000 francs, ça fait 1 million de francs, 10 millions de francs. 10 millions de francs. Même si c'est 1000 francs. Et quand vous comprenez, ça veut dire que les championnats scolaires peuvent être quand même 10 millions de francs pour l'organisation du ministère des Sports. C'est quand même beaucoup, ça permet aux C'est pour ça que l'enseignement supérieur, l'enseignement et l'éducation nationale refusent que le sport scolaire soit associé au sport officiel camerounais. Or, c'est les décideurs de la République qui doivent faire cette étude. Cette étude a été faite. Moi, je l'ai faite. Cette étude en disant que les championnats, les OSUC, sont plus riches que la fédération. Sont plus riches que toutes les fédérations que vous voyez là. Parce que ça adresse, vous vous adressez à 1 million d'élèves qui payent 10 000 francs chacun. Aujourd'hui, nous avons les jeux FENASCO, FENASCO B, Ligue A. Pourquoi ils ne veulent pas donner ça? Ils préfèrent donner ça à l'enseignement, à l'éducation nationale. Parce que cet argent-là est monstre. Maman, prends le Cameroun, 1 million d'élèves fois 10 000 francs. Ça te fait combien? Il faudrait peut-être que la fédération trouve des ressources alors pour peut-être mieux organiser. La fédération peut jouer le rôle d'accompagnement. Et même de contrôleur. Et d'encadreur. Parce qu'à la fin, si on se dit qu'à la fin, la fédération devra mettre des structures qui, à la fin, devra peut-être recruter ou alors récupérer les brillants, les élèves les plus brillants qu'on aura dénichés dans ces compétitions organisées, ben, tant mieux. Peut-être que ces structures qui sont mises en place, il y a l'ANAFOOT par exemple et tout, et les intégrer là-bas pour pouvoir continuer leur formation et en fait des compétitions. À votre niveau, comment ça se passe au niveau des canons? Bien, au niveau du canon de Yaoundé, ça il faut le dire, le football jeune du canon de Yaoundé est l'un des projets phares. Ça a toujours existé. Depuis Mongo Football, ça s'appelait Mongo Football. Maintenant, c'est-à-dire le nouvel, depuis que le président Placide Mévois a pris les rênes du canon de Yaoundé, c'est l'un des projets phares, c'est-à-dire l'organisation du football jeune. Pour qu'à la fin, le projet, c'est que d'ici 3, 4, 5, 6 ans, 10 ans, que le canon ait son vivier propre, le joueur formé et moulé, comme le Bassa, quand il est sur l'académie, comme le Bassa, comme tous les autres, mais moulé et formé aux idéaux du canon de Yaoundé. Parce que le canon de Yaoundé, pour le dire, c'est une institution. C'est une institution qui a sa mentalité, qui a son vécu, qui a son état d'esprit, qui a tout. Et ça, on aimerait inculquer cela à nos jeunes qui viennent, qui savent que quand ils entrent au canon de Yaoundé, ils sont entrés dans quelque chose un peu comme Coton Sport. Coton Sport. Mais en attendant, vous faites comment? Bon, pour l'instant, nous avons des catégories qui sont sur le terrain, qui sont entraînées, qui s'entraînent. D'ailleurs, oui. D'ailleurs, au play-off, nous avons 3 jeunes qui ont été surclassés l'année dernière, qui sont dans l'effectif de l'équipe première et qui participent actuellement au play-off. Donc, nous comptons que cette année, la nouvelle saison qui commence, qu'on ait au moins 4-5 qui supplantent. Et d'ici 3, 4, 5 ans, on va se retrouver avec des jeunes qui ont été formés. C'est une réserve. La réserve est là de toutes les façons. Elle est là, le canon a déjà constitué. On a procédé, n'est-ce pas, au recrutement, au test de sélection au niveau de la ville de Yaoundé et de ses environs.
Et il y a de cela peut-être 6 mois, on a recruté des jeunes talentueux qui sont actuellement en train d'être formés au sein des équipes jeunes du Canon de Yaoundé et qui, d'une manière ou d'une autre, d'ici 2 ou 3 ans, intégreront l'équipe première du Canon de Yaoundé. Donc, on est dans la mise en place de ce projet de création de l'académie du Canon de Yaoundé. Alexandre, en parlant par exemple du foot jeune, quelles peut-être des observations que vous avez à noter ailleurs qu'on ne retrouve pas forcément ici? Oui, moi je pense que le président Eto'o, vous allez m'excuser, je vais d'abord énumérer cela, est en train de vouloir faire de très bonnes choses pour le Cameroun. Lorsqu'il a voulu avoir des accords avec les ministères de l'enseignement, que ce soit de base ou alors secondaire, c'était toujours dans le sens de faire évoluer le football camerounais. C'est vrai. Et je pense que cette semaine, il a été du côté du sud-ouest pour le lancement d'une de ces compétitions, là, un tournoi jeune. Je crois que c'était une FENASCO. Oui, c'est vrai. Voilà. Il a été à Limbe, dans la localité de Limbe, par exemple. C'est un tournoi qui, parfois, chaque année est international, parfois il est juste national. Entre autres tournois, on parle de la ST Cup qui va se jouer là. Qui est aussi vraiment une plateforme de détection et de travail très sérieux. Lui, il va toujours, il se démarque, il va. Mais est-ce que vous avez observé ça? Tantôt vous avez parlé des différents pays que vous avez eu à évoluer là-bas. Oui, à l'extérieur, c'est récurrent. Hein. Ça, c'est même la base. C'est la base du football. Si tu ne passes pas par là, c'est très compliqué. C'est la base du football. C'est-à-dire toute organisation des clubs et tout commence par les structures jeunes. C'est très compliqué. C'est comme ça, c'est structuré comme ça. Dès l'âge même de 3 ans, tu vois des enfants qui commencent, ils montent. Lorsque tu n'as pas suivi ça, c'est compliqué que tu intègres une équipe de football. C'est pas facile. C'est pour ça que les Africains. C'est très compliqué. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des joueurs africains, lorsqu'ils partent à l'extérieur pour faire des tests, c'est ces fondamentaux-là qu'on regarde. Vous allez voir que sur le plan camerounais, ils sont excellents, ils brillent, mais quand ils arrivent là-bas, c'est la base qu'on va regarder. Le blanc va regarder la base et quand il ne trouve pas ça, il dit non, c'est pas ce que je recherche. On va te renvoyer. Donc je crois que c'est très important de mettre l'accent sur l'organisation des tournois jeunes. Et aussi c'est rassurer du suivi de ces jeunes-là une fois qu'ils sont détectés. Parce qu'il y a pour la plupart du temps des jeunes qui sont détectés, mais après, qui sont abandonnés à eux-mêmes. Oui, après, ils vont rentrer dans des clubs au quartier ou bien des académies du quartier qui vont essayer de leur donner une ou deux chances de montrer ce qu'ils peuvent faire sur le terrain. Donc, pour moi, je pense qu'il faut vraiment prendre un exemple du côté de l'Occident pour ce qui est du football jeune et avec ça, ça pourrait aller, quoi. Ça pourrait aller, sauf qu'on disait tantôt sur ce plateau que la fédération n'a pas les moyens. Timothée Makongo. Oui, ils n'ont pas de moyens, c'est vrai. Quand le président a dit qu'il n'y a pas de moyens, c'était justement pour regarder que, effectivement, parce qu'il a donné, moi-même je suis renseigné un peu maintenant sur le titre, il a parlé d'une possibilité d'avoir par exemple 200 académies qu'il faut organiser. Et là, je suis le modeste. Maintenant, si c'est ça par exemple. Dans une seule ville comme Douala, ça veut dire que. S'il faut faire le ratio au niveau national, c'est énorme. Rien que Douala, en termes d'établissement scolaire, c'est peut-être 200 établissements scolaires, lycées scolaires. Et si chaque ville doit produire une équipe cadette, une équipe junior, et tout ça là. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et vous ne pouvez pas vous dire que vous avez fait un championnat de jeu. On ne peut pas. Lydie, j'en parle de 200, même si c'était 100 équipes. Même si c'était même 50. Même 50. Il n'y a pas à ville. Lydie, j'en parle de ma casquette parce que en même temps aussi, je suis régional d'une association, l'association des promoteurs des écoles et des académies de football, la PECAF, qui siège. Vous avez beaucoup de casquettes, président. Oui. Je suis extrêmement impliqué dans le football et beaucoup dans le football jeune. Parce que je suis quelqu'un qui aide énormément les jeunes à la base, qui travaille à la base énormément pour le football camerounais. Donc c'est à travers ces structures que nous sommes descendus sur le terrain et que nous avons... À la fin, c'est un pan énorme, Lydie. Énorme. Le football jeune au Cameroun est un vivier, c'est un pan tellement énorme. Il n'est même pas. Il n'est même pas exploité, même à 2%. C'est incroyable.
Allez à Douala 5e, vous allez voir à chaque pâté de rue, vous avez une structure de formation. Une structure de formation. Les enfants s'entraînent à gauche, à droite. Tu fais Douala 5e, quand tu vas à Young, allez, non, c'est aligné partout. Vous avez cette structure qui s'entraîne. Et moi, j'ai fait ce recensement, j'ai ces fichiers, je les connais, je les encadre au quotidien. N'est-ce pas? Je dis, quand je dis que la fédération, elle n'a pas de ressources humaines, elle n'a pas de ressources matérielles pour, n'est-ce pas, aller organiser un championnat, c'est prendre en charge tous ces gens. Par exemple, comme le championnat. Comme le championnat, c'est la prise en charge. Oui, le football jeune peut être organisé. Président, je voulais juste donner une réponse. Comment c'est? Quand à un moment donné, il y a vu qu'il y a une rupture franche entre le ministère des Sports, le ministère et puis le ministère de la Jeunesse, c'est-à-dire les deux ministères doivent travailler ensemble pour faire évoluer la jeunesse camerounaise dans tous les domaines de vie de cette jeunesse. Dans les domaines de vie, un des domaines qui est le plus porteur, c'est le sport. Et dans le sport, et c'est ça peut-être que le président n'a pas dit tout à l'heure, il vous a fait remarquer qu'on peut avoir, rien que dans la ville de Douala, 200 clubs de football. Or, ces 200 clubs, comment pouvoir contrôler ces trucs? Or, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Jeunesse et le ministère du Sport pouvaient entrer dans une espèce de triangulaire où on dit que, OK, pour que nos jeunes fonctionnent dans le sport et que ça puisse, ça fonctionne d'une manière normale et que ça puisse marcher, ils ont établi au départ, à la base, un montant obligatoire dans toutes les pensions de toutes les écoles du Cameroun. Ce montant de sport existe. Comme il y a un montant qui monte, tous les jours pour les participations des parents, comment ils appellent ça? L'APE. Hein, qui fait des millions, qui est même extraordinaire. Ça veut dire qu'ils ont de l'argent pour développer des activités de jeunesse. Mais donc, il faut un décideur. Non, il faut donc un décideur de la République. C'est pour ça que quand je le disais, le football jeune ne doit pas être seulement l'affaire de la fédération. Ça doit être l'affaire de l'État. La nation doit porter le football jeune, l'organisation du football jeune. Parce que ces jeunes qui pratiquent... du sport jeune. Oui, du sport jeune. Oui, du sport jeune en général. Parce qu'à leur âge, ils ont l'obligation de d'abord aller à l'école. Ils ont l'obligation, même s'ils veulent pratiquer, quel que soit, donc partout où ils vont exercer, ils ont l'obligation d'être suivis et encadrés par toutes ces structures qui s'occupent des jeunes, que ce soit l'enseignement de l'éducation de base, l'enseignement secondaire, le ministère des Jeunes et tout ça devrait donc avoir une coordination qui dépendrait peut-être du Premier ministère. Je voudrais faire une autre remarque très importante. En fin d'émission. Je voudrais faire une autre remarque très importante, c'est que vous verrez qu'aujourd'hui, contrairement à hier, les sports sont en train de mourir dans les collèges et lycées, mais les montants que les élèves cotisent pour le sport sont élevés. J'ai mes petits-enfants au lycée à un des lycées ici, je ne vais pas donner le nom parce que Marquet va me reprendre tout à l'heure, à un des lycées ici, là, à un des lycées ici, là, et je me rends compte que en réalité, ils ne font pas le sport. Maxime, oui, mais tu sais, Maxime, tu sais que ce problème-là... Ils achètent les tenues de sport, Maxime, tu sais que... Maxime, tu sais que ce problème, ce n'est pas forcément la volonté, c'est le manque d'infrastructures. Parce qu'aujourd'hui aussi, ce que nous avons connu, il y avait des terrains partout, dans les villes de Douala, par exemple, ces terrains n'existent plus. La loi camerounaise stipule que toute personne, c'est une loi de que toute personne qui crée l'établissement doit avoir un espace. Je suis d'accord. Même seulement les infrastructures des établissements ne sont pas suffisantes. Parce que dans un collège, par exemple, 3, 4, 5 classes ne peuvent pas faire le sport au même moment. On utilisait, maintenant c'est à ce moment que les municipalités aussi doivent apporter les leurs, en créant des structures. En créant des structures, la municipalité a l'obligation d'accompagner les jeunes dans le domaine de loisirs, des sports et tout. En ce moment-là, maintenant, je prends un cas d'une ville comme Douala, que nous avons connu, et il n'y a plus aucun stade. Tout ce qu'il y avait comme stade, les gens ont déjà construit des maisons, des immeubles. Les gens ont déjà décrit. Merci bien, Président Epanglo. Merci Timothée Makongo. Merci Alexandre d'être venu débattre avec nous dans cette émission. Merci à toute l'équipe technique, Adonis Yamen à la réalisation.
Nono Fetue derrière les caméras. On se retrouve la semaine prochaine. Amis sportifs, au revoir.